Bonjour Thaïs, Bonjour. merci beaucoup de nous accorder cet entretien chez Livre Noir. Ça fait longtemps qu'on voulait faire ce type d'entretien avec toi. On va parler de beaucoup de sujets. On va parler des relations entre les hommes et les femmes. On va parler aussi de tes nouveaux combats. On va parler aussi de toi, parce que c'est important. C'est le format aussi qu'on aime chez Livre Noir, d'aller vraiment au fond des choses. Ma première question, elle est simple. Il y a quelques mois, tu as souhaité réorienter un petit peu ta ligne. On te connaissait, beaucoup de gens te connaissaient, y compris et surtout aussi beaucoup à gauche, parce que tu étais porte-parole de Génération Identitaire, tu étais sur ces questions. Et un jour, tu as sorti une vidéo sur ta chaîne YouTube où tu as dit « ce que je ne dirai plus ici ». Et tu as commencé à te positionner sur la question justement des relations hommes-femmes. Pourquoi as-tu souhaité faire cela ? Je dirais que j'ai eu la sensation que parler uniquement de grand remplacement, c'était peut-être pas la meilleure manière de lutter contre le grand remplacement. En fait, disons qu'il y a un peu une conjonction de différents facteurs. Le premier, ça a été évidemment, mais ça remontait à déjà plusieurs mois avant cette vidéo où je me suis expliquée sur cette réorientation de ma chaîne, c'est qu'il y a eu la dissolution de Génération Identitaire, et donc je me suis lancée sur YouTube. Au départ, je voulais porter les mêmes thématiques que je défendais lorsque j'étais militante à Génération Identitaire, donc anti-immigration, anti-islamisation, défense de l'identité des Européens. Et c'est vrai que je commençais à avoir une certaine lassitude. Je pense que déjà la dissolution, ça m'a impactée personnellement. En tout cas, j'ai très mal vécu cette période-là. Et c'était pas forcément évident de continuer déjà 1 an après la création de ma chaîne YouTube à toujours parler de ces thématiques-là sans avoir une sensation de lassitude et de me répéter beaucoup. C'est vrai que j'ai eu aussi un peu une crise de sens, c'est que je me suis dit mais est-ce que ce que je fais est vraiment efficace ? Et j'ai vraiment le sentiment de ne parler qu'à des convaincus et de ne faire que répéter toujours aux mêmes personnes les mêmes choses qu'ils savaient déjà. Ça leur faisait plaisir de s'entendre dire qu'ils avaient raison, qu'ils avaient tout compris, mais je sentais bien qu'il y avait un plafond de verre que je ne perçais pas et que je ne touchais pas autant de gens que je le souhaitais. Et donc, je continuais à faire mes vidéos et je me posais un peu toutes ces questions-là. Il y a eu la présentation Éric Zemmour s'est présenté au présidentiel. Je l'ai soutenu à ma petite échelle à ce moment-là. Et comme beaucoup, sa défaite, alors qu'il n'était pas si catastrophique qu'on pourrait le dire, mais c'était une défaite quand même. Et c'est vrai que quand faut se rappeler un peu toute la ferveur qu'il y avait autour de cette candidature, c'est que on espérait, il faut le dire quand même, un score aussi plus haut. Et puis, donc ça a été un deuxième coup dur. Et moi qui ai aussi vu Reconquête comme un peu une sorte de prolongement de Génération Identitaire, je me suis dit, bon voilà un parti politique qui porte les thématiques que nous défendions à Génération Identitaire dans les plus hautes sphères, en quelque sorte, puisque ça y est, on a un candidat qui défend ces idées-là, qui a même proposé de créer un ministère de la remigration. Il faut imaginer ce que c'était pour nous, les identitaires. Alors moi, mais encore plus ceux qui m'ont précédé, puisque Génération Identitaire, ça date il y a bien avant mon arrivée, c'est 2012, c'est même le bloc identitaire avant lui, et c'était des personnes qui avaient pris la décision il y a 10 ans de parler de remigration, d'en faire d'imposer un peu cette thématique et de la faire connaître à un plus grand nombre, et l'aboutissement ultime, c'était donc que Éric Zemmour emporte la thématique. Donc tout ça a fait que quand il a échoué, j'ai eu aussi une grosse remise en question personnelle, et de me dire mais quel peut être le moyen pour être plus efficace, influencer plus de monde, porter mieux nos thématiques. Et je me suis rappelée aussi de ce qui m'avait amenée à Génération Identitaire, qu'est-ce qui avait fait que j'avais voulu militer chez eux particulièrement. Et je me suis souvenue que quand j'étais arrivée, j'avais trouvé un groupe de jeunes que j'avais trouvé génial, super. Il y avait des garçons qui ressemblaient à quelque chose. Il y avait des filles qui étaient féminines, et ça peut sembler tout bête, mais c'est vrai que quand je les ai rencontrés, je me suis dit mais je veux leur ressembler, ces jeunes-là. Ils ont tous un peu en eux cet héroïsme, et ça fait du bien de voir un peu des jeunes qui ressemblent à quelque chose, des hommes qui ressemblent à des hommes et des femmes qui ressemblent à des femmes. Et puis je me suis rendu compte que cette prise de risque, ce goût de l'aventure, eh bien, je ne l'avais retrouvé depuis nulle part ailleurs, et que c'était sûrement ça qui me manquait profondément aussi.
Et donc, je regardais autour de moi et je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a une vraie crise de la virilité chez les hommes occidentaux. Je veux dire, est-ce que vous voyez beaucoup de jeunes hommes quand vous vous promenez dans la rue autour de vous qui affichent une vraie masculinité, pardon? Pas beaucoup, malheureusement. Et donc, voilà, j'ai un peu creusé cette thématique. J'ai lu également le livre de Julien Rochdy, L'amour et la guerre à l'époque, qui est le premier livre que j'ai eu entre les mains qui traitait de psychologie évolutionniste. Et donc, je suis un petit peu tombée dans la marmite et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. J'en ai appris déjà beaucoup sur moi, sur un petit peu les instincts profonds biologiques qui peuvent mouvoir les femmes et les hommes. Et puis, donc, les gens autour de moi et les relations hommes-femmes en général. Et puis, donc voilà, je continue mes vidéos et donc un de mes grands combats, c'était la lutte contre le grand remplacement. Et qui dit grand remplacement dit crise de la natalité. Et généralement, quand on parle de la natalité, on pense au fait que les politiques de droite devraient peut-être faire une politique pronataliste ou voilà, que ça devient de plus en plus cher d'élever un enfant, ce qui est vrai, ou encore que le discours gauchiste vise principalement les Européens en les culpabilisant d'avoir des enfants parce que ce sont les perpétuateurs d'une lignée de colonisateurs, parce que ce sont des pollueurs en puissance, etc. Mais bien avant tous ces questionnements qui sont réels parmi les jeunes de ma génération et parmi les Européens en général, il y a aussi l'étape première qui est la rencontre entre les hommes et les femmes. Et on le sait, beaucoup de gens à droite, le féminisme a causé beaucoup de tort à ce niveau-là, et qu'il y a une incompréhension et un gros manque de dialogue entre les hommes et les femmes. Et puis, je me suis intéressée à certaines statistiques, et je me suis rendu compte de certains chiffres alarmants, le fait que 47% des femmes en 2030 seront célibataires et sans enfants, que pour la première fois en Grande-Bretagne, la majorité des femmes trentenaires seraient sans enfants pour la première fois dans l'histoire, alors que les femmes trentenaires avec enfants seraient donc minoritaires, et également des chiffres sur la solitude masculine qui sont particulièrement préoccupants. Et je me suis dit, mais finalement, c'est même pas une question qu'une fois qu'ils sont en couple et mariés, les Européens ne font pas d'enfants, c'est simplement que déjà, il n'y a même pas de rencontre, il n'y a plus de séduction. C'est pas le grand remplacement, en fait, c'est la grande séparation. C'est-à-dire que les hommes et les femmes n'ont plus besoin l'un de l'autre, ou en tout cas, ils en sont persuadés. Ils vivent complètement séparés, de façon complètement parallèle. Et finalement, je me suis dit, mais se laisser mourir entre Européens, c'est la même chose que de se laisser envahir. C'est pas forcément mieux. Et en fait, il n'y aurait pas de grand remplacement s'il y avait une forte natalité, une vraie vitalité de notre peuple. Et je me suis dit, voilà, peut-être que moi, à mon échelle à moi, l'impact que je peux avoir, il peut être dans le fait d'aider des jeunes hommes à reconquérir des femmes, à refonder des foyers à nouveau, trouver une bonne personne, une femme de valeur dans ce but, et vraiment repartir en fait de l'échelle individuelle et de qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre niveau pour arranger les choses, plutôt que de partir tout de suite dans des grandes mesures politiques qui, on le verra peut-être, ne résoudraient nécessairement même pas tout le problème. En tout cas, le problème que moi je traite, qui est la misère sexuelle et la solitude affective des hommes en Occident. Et donc, voilà, j'ai fini par ne plus tellement croire en fait à la solution électorale et à la politique électorale. C'est un combat que j'estime doit continuer d'être mené. Et si Éric Zemmour ou quelqu'un d'autre qui porterait mes idées se présentait, je le soutiendrai à nouveau. Mais je ne vais pas attendre 5 ans qu'un candidat soit élu, peut-être, pour mettre en place des mesures. Je pense que ce qu'il faut, c'est exister sur le temps long, c'est exister tout le temps, et c'est avoir un impact tous les jours auprès d'un maximum de monde. Et donc voilà, moi je pense que ça se joue surtout à l'échelle individuelle, qui a donc par la suite un impact collectif. Je pense que l'un et l'autre sont liés en fait, entre amélioration de sa condition personnelle et bien commun. Alors on va revenir justement sur ces chiffres passionnants et presque vertigineux que justement tu nous as donné, et précisément sur cette question de la solitude sexuelle, voire de la misère sexuelle aujourd'hui qui arrive chez les hommes. D'abord, j'ai une question, parce qu'en fait, beaucoup peuvent se la poser, et c'est intéressant cet entretien, parce que ça fait longtemps qu'en fait, on n'a pas pu vraiment t'entendre longtemps. Est-ce que quand on prend ce type de décision, de se dire, voilà, personnellement, je choisis de réorienter complètement les choses parce que j'ai une idée et je veux l'imposer.
même si peut-être certains ne vont pas la comprendre. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui à droite ? Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, on a souvent critiqué la gauche d'être enfermée un peu dans la même logique. Et la droite peut avoir tendance aussi à avoir du mal à sortir de cela. Est-ce que toi, en tant que personne qui est connue, qui a un impact, ça a été une décision difficile ? Est-ce que tu as eu peur de ne pas être soutenue dans cette démarche ? Comment tu l'as vécu, en fait, ce changement ? Ça n'a pas été un changement facile, ça c'est certain. Maintenant, je suis convaincue que j'ai fait la bonne décision et les résultats le prouvent, puisque j'ai plus que quadruplé mon audience depuis que j'ai effectué cette réorientation de ma chaîne, que je touche une audience que je n'aurais jamais touchée si j'avais continué de parler exclusivement des mêmes thématiques. Contrairement à ce que certains ont pu dire, je n'ai pas du tout abandonné en soi le combat identitaire. Moi, je pense que simplement les deux sont liés et je continue de parler aux hommes européens. Mais c'est simplement que j'ai décidé de l'aborder par un autre angle, qui est la question des relations hommes-femmes, qui en fait est un sujet qui est bien plus politique, enfin qui est extrêmement politique en fait, la question des rapports entre les hommes et les femmes. C'est loin d'être trivial et anodin et « Ah, Thaïs, elle a abandonné la politique », pas du tout. Moi, je trouve déjà que c'est passionnant. Ça m'intéresse déjà à titre individuel. Ça concerne tout le monde. Et c'est ça, c'est qu'en fait, ça concerne tout le monde. Tout le monde a une opinion sur le sujet. Et donc, et qu'on soit célibataire et même dans une relation, parce que je pense que c'est une question dont il faut s'intéresser un petit peu toute sa vie. Et c'est pas parce que ça y est, on a trouvé une personne qu'il faut arrêter de faire des efforts et de compréhension sur ce sujet, parce que ne serait-ce que pour assurer une stabilité à la relation, un foyer qui tient la route, des enfants qu'on élève correctement. Toute cette psychologie en fait des hommes et des femmes, elle nous apporte tout au long de notre vie, dans toutes les étapes de notre vie. Et donc, oui, ça a été un choix difficile. Après, moi, si j'avais voulu une vie tranquille, déjà, je ne serais pas allée à Génération Identitaire de prime abord. Et puis, je dirais que oui, j'ai pris un risque, mais je préférais prendre un risque et potentiellement me tromper que de rester dans une zone de confort qui ne me satisfaisait pas. Et j'ai toujours bien aimé un peu bousculer les lignes, bousculer les consensus. Et je suis... en fait, je me vois plus, ou en tout cas, on se voyait plus comme une première ligne quand on était militant. Et j'ai un petit peu envie de continuer cet esprit-là qui est parfois un peu de bousculer tout le monde. Créer des idées plutôt que les suivre. Exactement, c'est ça. Et ne pas répéter les mêmes, je dirais même les mêmes slogans en fait, qui deviennent presque vides de sens parfois. Et se dire, OK, on a des idées, voilà, les idées de droite qui sont les nôtres, mais comment est-ce que ça se traduit concrètement ? Sur quoi est-ce qu'on pourrait ne pas être d'accord ? Et oui, voilà, de manière générale, je trouve que la droite, parfois, c'est un camp qui a parfois tendance à être trop dans les nuées, c'est-à-dire dans les grands discours intellectuels sur des concepts, ce qui est très intéressant, et il y a des enjeux philosophiques réels, mais parfois je pense qu'il faudrait aussi apprendre à redescendre à un niveau au stade zéro, qui est comment est-ce qu'on applique concrètement dans la vie de tous les jours ces grands idéaux qu'on a, parce que sinon, au bout d'un moment, on peut vite être déconnecté en fait de la réalité, de la vie des gens, de comment ça se passe. Et peut-être que être de droite et avoir de grands idéaux et défendre notre civilisation, ça passe peut-être aussi par le fait de se lever le matin de bonne heure, de faire du sport, de travailler, de développer ses compétences pour se construire une existence à sa mesure, pour réussir à trouver une femme de valeur, la conquérir et fonder un foyer et avoir finalement une vie qui peut être considérée comme banale, mais en fait, je pense que c'est tous ces petits actes du quotidien qui, au final, créent tout un ensemble, un idéal qui tire la famille vers le haut et qui tire les individus vers le haut. Alors, pour rentrer justement dans le vif de ton sujet, qu'est-ce qui fait aujourd'hui, dans le fond, que tu as si peur que cet idéal que tu as aujourd'hui des relations hommes-femmes disparaisse complètement ? Et ma deuxième question, c'est qui est le coupable ? Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est la femme, dans le fond ? Alors, est-ce que j'ai si peur que l'idéal disparaisse ? Je pense que l'idéal, il a déjà quasiment disparu. Donc, c'est pas forcément une peur de ma part. Moi, je suis plutôt optimiste dans la mesure où, justement, je suis redescendue à une échelle individuelle et je parle davantage à des individus qui sont capables de m'écouter. Et j'ai envie de leur dire qu'ils peuvent prendre les rênes de leur destin en main, qu'ils ne sont pas obligés
les laisser être pris par un homme providentiel ou quelqu'un d'autre qui viendrait comme ça régler tous les problèmes dans leur vie, parce que sinon en fait on s'arrête de vivre, on est dans l'attente perpétuelle et finalement on sombre même dans la dépression. Je veux dire, la France est le premier consommateur d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Je pense que ce modèle ne convient pas à grand monde en réalité. Et je pense qu'en fait le féminisme a tout détruit. J'ai malheureusement l'occasion de m'en rendre compte tous les jours sur énormément d'aspects. Et le féminisme, plus la société individualiste dans laquelle on vit, a créé un cocktail explosif qui rend les individus profondément malheureux. Et autant les femmes que les hommes. Mais si jamais on devait parler des femmes, le féminisme, ça se base finalement sur l'idée que la réalisation de soi passe par l'autonomie absolue, par la revendication des droits individuels et par l'élimination de tout ce qui peut constituer une entrave à cette liberté personnelle. Et donc, dans ce cadre, eh bien, la famille, avoir un enfant, l'interdépendance entre les sexes, ça devient des obstacles qu'il faut franchir. Et une femme ne doit pas avoir besoin d'un homme pour être pleinement indépendante et heureuse. Bon, on voit les résultats de cette politique. Les femmes consomment de plus en plus d'antidépresseurs, comme on a pu le dire, et les projections disent que de toute façon, elles vont finir seules et sans enfants, et à mon avis, le bilan va être assez salé. Et puis les hommes de l'autre côté, eux, ils vivent une véritable solitude, une misère sexuelle affreuse, que pour le coup ne vivent pas les femmes. Et en fait, ils en viennent aussi à entretenir beaucoup de ressentiment envers la femme moderne, parce que elle est un peu à l'origine de tous ces maux à lui. Il a l'impression que toutes les femmes le rejettent, que avoir accès à une femme, enfin le fait est que avoir accès à une femme pour le moyen, ça devient de plus en plus difficile, et que en fait une minorité d'hommes finit par avoir accès à une majorité de femmes. Et en fait, l'un comme l'autre position n'est pas enviable. Je ne dirais pas que c'est la faute de l'un ou de l'autre. Je dirais que c'est la société moderne qui a créé en fait ces conditions qui ont rendu l'homme misérable et la femme sans principe, grosso modo. Et au final, ça ne profite à personne et ce modèle-là ne convient à personne. Donc, je dirais pas, encore une fois, que c'est la faute de l'un ou la faute de l'autre. Le féminisme s'est servi des conditions concrètes que sont la pilule contraceptive, que sont l'accès de 50% de la population, c'est-à-dire les femmes, au marché du travail, etc. C'est une idéologie qui s'est nourrie de ces éléments-là, mais qui n'aurait pas existé sans ces éléments-là de prime abord. Pourtant, tu as l'air beaucoup plus sévère dans le fond avec les femmes, c'est-à-dire que lorsqu'on te suit sur les réseaux sociaux, je crois à peu près tous les jours sur Twitter, on a un petit peu le droit à tes différentes suggestions. On a la sensation qu'en fait, les femmes sont coupables d'un certain nombre de choses et la seule culpabilité de l'homme, c'est de l'accepter. C'est finalement de ne pas être exigeant vis-à-vis des hommes. Donc tu t'adresses aux hommes et en même temps, tu es extrêmement intransigeante à l'égard des femmes. Qu'est-ce qui pour toi est impardonnable justement de la part d'une femme aujourd'hui ? Déjà, pour revenir à Twitter, c'est vrai que j'ai toujours l'habitude de dire ce que je pense et de penser. Je pense ce que je dis ce que je pense. Je dis pas, quand je m'attaque aux femmes, je cherche pas à provoquer simplement pour provoquer. Simplement, effectivement, je me rends compte que, de toute façon, la société entière tape continuellement sur les hommes, comme si les femmes n'avaient aucune tare, aucun défaut. Et déjà, remettre un petit peu d'équilibre dans cette équation, ça me semble pas tout à fait anodin, en tout cas pas tout à fait inutile. Et effectivement, moi, ce que je constate, c'est que certes, les hommes ont aussi tout un tas de défauts, mais les femmes modernes, ce que j'appelle les femmes modernes, c'est-à-dire la femme qui est un produit type du féminisme et de la société moderne, sont particulièrement délétères pour l'ensemble de la société. Et effectivement, là où entre guillemets, je le reproche aux hommes, c'est que si les femmes, en tout cas si les femmes modernes sont devenues ce qu'elles sont, c'est parce qu'effectivement, les hommes n'ont plus de standards, les hommes n'ont plus d'exigences et acceptent tout et n'importe quoi de la part des femmes qui mériteraient d'être canalisées, cadrées. Qu'est-ce qui est impardonnable aujourd'hui chez les femmes ? C'est-à-dire que tu leur reproches beaucoup de choses, de se laisser aller, d'avoir une sexualité débridée, finalement de
de cumuler les compagnons, de cumuler les soirées, de ne pas défendre en fait ce que tu appelles leur honneur ou de défendre leur virginité également. Ça, là-dessus, tu es extrêmement intransigeante sur cet aspect-là. Et au final, du coup, ma question, c'est de me demander qu'est-ce que c'est aujourd'hui, en fait, être une femme au niveau selon tes critères et tes valeurs? Être une femme de valeur. Une femme de valeur, c'est effectivement une femme qui a compris que les hommes et les femmes, en fait, étaient inégaux déjà biologiquement, mais ça traduit également une inégalité de comportement. Et c'est vrai que cette inégalité biologique, en général à droite, on est tous d'accord pour l'admettre, que ce soit physiquement et aussi au niveau du cerveau. Pour le coup, le cerveau, la gauche le nie, mais généralement, nous, on est plutôt d'accord pour dire, oui, effectivement, les hommes et les femmes sont inégaux, ils se complètent. Oui, mais ça veut dire quoi se compléter concrètement? Parce que ça peut vite devenir, encore une fois, des formules assez creuses. Comment est-ce que ça se traduit fondamentalement dans le quotidien? Et ça se traduit par une inégalité de comportement, pour le coup. Donc, c'est-à-dire que une femme qui, effectivement, enchaîne des partenaires, eh bien, c'est plus dommageable qu'un homme qui enchaîne des partenaires. L'infidélité féminine, c'est plus grave que l'infidélité masculine. Est-ce que ça veut dire que je défends l'infidélité masculine et que je la souhaite? Évidemment que non. En revanche, ce que j'essaie de faire, c'est de rétablir un équilibre et de redonner des principes généraux de sagesse un petit peu ancestrale, parce qu'il n'y a vraiment que notre époque moderne pour penser que toute la connaissance qui a été accumulée pendant des siècles par nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères et tous ceux avant eux, eh bien aujourd'hui, non, mais tout ça, c'est balayé d'un revers de main, le cerveau est plastique, de toute façon, l'homme est culturel et absolument rien de la sagesse populaire n'est vrai aujourd'hui parce que la société est moderne. Non, fondamentalement, nos cerveaux, ils ont très peu changé. Donc oui, la société a énormément évolué, mais voilà, on a encore des instincts biologiques archaïques qui font que nous sommes ce que nous sommes et que les hommes et les femmes ne sont pas interchangeables et qu'il n'est pas souhaitable qu'une femme ait la sexualité d'un homme ou qu'un homme ait les comportements d'une femme. Et donc... Et pourquoi en tant que femme, du coup, tu considères que c'est plus grave et qu'une femme doit beaucoup plus faire attention à sa sexualité que l'homme? En fait, il faut revenir, on va dire, à des siècles et des siècles en arrière. C'est en fait, déjà d'un point de vue biologique, une femme, ça a une gamète rare par mois et l'homme produit des millions de spermatozoïdes par jour. Donc, ça induit également, cette simple donnée, énormément de choses dans notre psychologie profonde. C'est-à-dire que les hommes vont chercher la quantité parmi les femmes, ils vont davantage chercher à multiplier les partenaires pour se reproduire le plus possible. Et les femmes, elles, ont tout intérêt à choisir la qualité de l'homme parce que justement, elles ont une gamète et qu'il faut que ce soit le meilleur homme possible qui féconde cette gamète, puisque comme ça, il assurera un bon avenir à ses enfants. Il la protégera, elle, quand elle sera vulnérable pendant les 9 mois de la grossesse. À une époque, à la préhistoire, où en fait, voilà, l'époque est très violente, l'époque est dangereuse, il faut être protégé, on n'a pas tout le confort que la société moderne nous permet aujourd'hui et qui font que les femmes aujourd'hui, bon, elles ont un boulot dans le tertiaire qui leur demande pas grand-chose, elles prennent le métro, elles rentrent en Uber, elles ont à manger dans la petite supérette en bas de chez elles. Tout ça, évidemment, il faut bien concevoir que c'est très récent et que à l'époque, moi, c'était les hommes qui allaient chasser, sinon personne ne survivait, et les femmes qui, voilà, encore une fois, se cherchaient un protecteur pour assurer le meilleur avenir à leur descendance. Et donc, en fait, l'intérêt de l'homme aussi, c'était d'être certain que la femme dont il s'occupait et pour qui il fournissait beaucoup d'énergie pour justement lui construire ce foyer et lui donner cette protection, eh bien, elle porte vraiment ses enfants et pas celui d'un autre, parce que sinon, en fait, ses gènes sont perdus. Toute cette énergie qu'il a dépensée, elle est perdue, elle est vaine, et c'est tout. En fait, c'est tout l'enjeu de ce conflit sexuel qui a des millénaires et qui perdure encore aujourd'hui dans différentes dans différentes dispositions, mais la dynamique, elle est la même. Et donc, pourquoi est-ce que c'est plus grave? Parce qu'en fait, une femme, on est toujours sûr qu'une femme, l'enfant qu'elle porte, c'est le sien.
mais on ne sera jamais sûr. Alors on me dira oui, mais il y a les tests de paternité. La réalité, c'est que la majorité des hommes ne font pas de tests de paternité par principe. Et il me semble qu'il y a 10% des enfants qui sont élevés par des pères qui ne sont pas les siens et qui ne le savent même pas. Donc c'est pour ça que c'est bien plus grave pour une femme que pour un homme. Et il y a aussi d'autres choses, le fait qu'une femme est beaucoup plus impactée négativement psychologiquement par le fait d'avoir un nombre élevé de partenaires sexuels. Parce que les femmes sécrètent 2 fois plus d'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, que les hommes. Et c'est quelque chose qui est libéré à une quantité phénoménale, notamment lors des rapports sexuels. Et donc, une femme en fait, va s'attacher durablement à un homme beaucoup plus par cette intimité que l'homme avec la femme. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'un homme ne s'attache pas à une femme, hein, bien sûr, mais bon, je suis obligée de mettre certaines nuances, sinon ça va être mal pris. Mais du coup, plus une femme, en fait, va accumuler des partenaires, moins elle aura de facilité à s'attacher durablement à l'homme avec qui elle aura des rapports, mais surtout elle aura une relation longue, en fait. Et donc, ça me permet justement d'aller sur un de tes sujets de prédilection, c'est que si j'entends tout ce que tu dis, il y a une certaine cohérence par rapport à l'époque, etc. Mais je pourrais te dire, si je joue l'avocat du diable, qu'aujourd'hui, l'avantage, c'est que la femme peut contrôler justement avec qui elle fait des enfants grâce à la contraception. 2, cette question de la protection, elle est équilibrée parce que la femme aujourd'hui a accès au travail, parce que les femmes sont beaucoup plus protégées. Il y a une sécurité qui est quand même renforcée au niveau des femmes. Et que 3, d'une certaine façon, j'entends ce que tu dis sur les femmes s'attachent plus facilement, mais du coup, ça voudrait dire que les femmes, si elles s'habituent à avoir simplement des relations sexuelles et non des relations de couple, donc cumuler les partenaires sexuels d'un soir ou de 2 soirs, finalement, c'est plus facile, grâce notamment aux applications, etc., de rencontres, parce que du coup, elles ne risquent pas de s'attacher, parce que c'est clair, c'est une relation sexuelle, et après, elles pourront choisir, beaucoup plus qu'à une certaine époque, de pouvoir se dire, cette personne-là, je souhaite avoir une relation longue avec. Ça, c'est ce que certains, je pense, pourraient t'opposer. Qu'est-ce que tu y réponds ? Je pense bien que ça arrangerait beaucoup mes détracteurs d'estimer que ça pourrait fonctionner, sauf qu'en fait, on voit bien déjà que ça ne fonctionne pas, parce que c'est déjà le cas aujourd'hui. Le fait est que les relations n'ont jamais été aussi instables, et on pourrait se dire, non, mais le jour où elle trouve le bon, elle n'a qu'à faire un enfant avec lui, et au final, le choisir et rester avec lui ad vitam aeternam. Sauf qu'en fait, justement, parce qu'elle aura accumulé énormément de partenaires, elle n'aura plus cette capacité à sécréter autant d'hormones de l'attachement envers l'homme qu'elle aura choisi, et elle finira par partir, divorcer 5, 10 ans, 15 ans après. Et au final, le problème, c'est que c'est toujours les enfants qui triment. Ça a créé énormément de névroses chez les jeunes enfants, et une société qui est complètement disloquée et qui ne tient plus sur grand-chose. Et ce qui a fait la force de notre civilisation, c'était justement l'invention de la monogamie, le fait que les hommes avaient tous plus ou moins la garantie qu'ils pourraient avoir une femme, qu'ils pourraient se reproduire, et donc que toute cette énergie qu'aujourd'hui les hommes doivent utiliser, doivent libérer pour trouver une femme, elle est beaucoup trop disproportionnée par rapport à ce qu'elle devrait vraiment représenter. Et à l'époque, donc, puisqu'ils avaient plus ou moins la garantie qu'ils auraient une femme, ils pouvaient, à côté de ça, se consacrer à l'invention, à la découverte, à l'exploration, et à construire, en fait, tout ce que nous avons autour de nous, et tout ce qui a fait le génie de la civilisation européenne. Et donc, l'invention de la monogamie, ce n'est pas si vieux que ça, en réalité. Ça a 12 000 ans. Et là où je vais être justement à l'avocat du diable de mes détracteurs, c'est que en fait, il y a déjà même des féministes de gauche qui sont d'accord avec moi. Simplement, elles ont d'autres conclusions que moi, mais elles-mêmes, elles ont bien compris justement que la monogamie, c'était un petit peu en fait, c'est la société patriarcale et c'est le pouvoir des hommes sur les femmes. Et donc, effectivement, les femmes, en reprenant le dessus, comme c'est le cas aujourd'hui avec la pilule contraceptive et avec, encore une fois, le fait de pouvoir travailler, etc., la facilité des métiers d'aujourd'hui qui n'est pas celle de nos aïeux, eh bien, que non seulement les femmes reprennent la revanche sur les hommes, mais en plus, c'est 80% des hommes qui vont être laissés sur le bas-côté et qui ne pourront pas se reproduire. Et comme ça, en fait, on va réinstaurer
instaurer un modèle polygame sous le matriarcat. Et là où je voulais développer la thèse de Maike Stavrock, c'est une biologiste féministe allemande auquel je me suis pas mal intéressée et qui justement rejoint beaucoup de mes analyses. Je ne les ai pas produites, mais disons qu'on a les mêmes constats. Et en fait, elle, ce qu'elle explique, c'est que il y a donc des milliers d'années, les hommes les plus puissants, les plus forts physiquement, avaient accès à le plus de femmes possible. Et donc, c'était 80% des hommes qui ne se reproduisaient pas et 20% des hommes qui avaient accès à la majorité des femmes. Sauf qu'à l'époque, la frustration sexuelle qui était la réalité des 80% d'hommes qui ne se reproduisaient pas, eh bien, ils avaient toute l'énergie pour l'exprimer ailleurs, dans la chasse, déjà, ils étaient pas mal préoccupés par leur survie personnelle et par déjà l'inconfort de la vie en général et le danger permanent. Et puis, il y a eu l'invention de l'agriculture, la sédentarité et le fait que la vie a commencé à être un peu moins dure physiquement, mais par contre, il faut être en plus intelligent. Il faut être en plus intelligent pour survivre dans ce monde-là, pour savoir cultiver, pour savoir construire une maison, etc. Et donc, les 20% d'hommes qui se reproduisaient sont devenus 5% d'hommes. Et à ce moment-là, c'est 95% des hommes qui ne se reproduisaient pas. Et sauf que comme ils n'avaient plus la nécessité de la chasse comme auparavant, eh bien, c'est toute la société qui risquait de sombrer dans le chaos. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ont décidé les hommes ? Les hommes ont inventé la monogamie qui assurait une femme pour chaque homme. Ils ont inventé la propriété privée qui remettait les biens dans les mains de ceux qui pouvaient les protéger, donc les hommes. Et ils ont inventé l'argent qui était, les ressources financières qui étaient distribuées dans les mains des hommes. Et donc les femmes n'avaient pas le droit de posséder de l'argent, en tout cas de travailler. Et elles s'occupaient des enfants et de l'entretien du foyer et de la famille. Et donc les hommes ont été le gagnant de ce conflit sexuel il y a 12 000 ans. Et aujourd'hui, on assiste à une revanche des femmes, justement, par la pilule contraceptive, parce qu'aujourd'hui, elles peuvent choisir avec qui elles vont avoir des enfants, parce qu'elles travaillent et qu'elles n'ont plus besoin, en fait, des hommes. L'homme moyen ne sert plus à rien à la femme. Et aujourd'hui, on va de plus en plus vers un système où 80%, voire 95%, on n'y est pas encore, mais si ça continue comme ça, on pourrait y arriver, des hommes ne se reproduiront pas et n'auront pas accès à des femmes. Et donc, on va en fait vers un modèle polygame féminin, ou un modèle de la libération totale du désir et du pouvoir féminin, et où les femmes espèrent toutes avoir accès aux 5% d'hommes les plus désirables, les plus attirants, dont elles pourront avoir progéniture. C'est vrai qu'au final, quand on t'écoute, c'est presque... Pour un homme, c'est presque insultant, voire humiliant, parce que c'est un peu comme si tu développais tout ce discours parce que tu ne fais pas confiance aux hommes aujourd'hui dans leur faculté, en fait, à justement à trouver une compagne, à procréer, et que finalement, il faudrait faire en sorte de moins libérer les femmes, parce que sinon, le grand... Tu parlais tout à l'heure justement de l'homme moyen. Est-ce que c'est pas motivant aussi pour les hommes ? Ça les oblige d'une certaine façon. Si la femme, eh bien, elle peut choisir en se disant avec celui-là, je vais faire un enfant et l'autre de ne pas le faire, à faire revivre à nouveau cet idéal de l'homme séducteur, ce sorte de chevalier, qui va être dans l'obligation en fait de séduire une femme. Est-ce que tu as conscience de ça ? Et est-ce que simplement tu te dis oui, mais le problème c'est que le grand tout, le grand corps de tous les hommes à côté, forcément ils vont être mis sur le bas-côté. Comment tu perçois ça ? Parce que du côté de l'homme, moi quand je t'entends, j'ai l'impression que t'es en défense de l'homme, en mode le pauvre homme, il peut pas se défendre tout seul. En fait, si on n'avait pas eu la virtualisation des échanges et l'arrivée des applications de rencontres, finalement, je pense que même ce monde-là des féministes, ce monde que fantasme Maike Stavrock, parce qu'on y reviendra, mais la biologiste allemande en question, elle, non seulement elle est contente de ce changement, mais en plus elle propose même déjà des solutions politiques pour s'occuper des 95% de frustrés qui ne pourront pas se reproduire. Mais donc, pour en revenir à ce que je disais, c'est que sans les applications de rencontres, en fait, on aurait pu trouver, et d'ailleurs jusqu'à relativement récemment, il n'y avait pas
pas vraiment de vraie misère sexuelle masculine et de vraie solitude affective masculine. Et c'est quelque chose qui est en pleine explosion à partir des années 2010. C'est là où en fait le phénomène des incels, donc des célibataires involontaires, n'est plus devenu un phénomène de niche, mais est déjà un phénomène de masse et va l'être de plus en plus. Donc tout ce schéma-là, il ne repose aussi que grâce aux applications de rencontres et à la virtualisation des échanges et au fait que la majorité des couples aujourd'hui se rencontrent en ligne. Et pour ça, 2 statistiques suffisent pour expliquer mon propos. J'ai amené avec moi ce schéma-là, qui est le schéma le plus important de votre vie à connaître si vous êtes un homme. Comment les gens et sont que vous rencontrés. que vous recherchez une femme en 2023. Ça, c'est comment les couples hétérosexuels se sont rencontrés de 2009 à 2017, sachant qu'entre-temps, 2017, il y a aussi le confinement, donc on peut imaginer que les courbes-là ont énormément évolué. Mais en tout cas, on peut voir que de 2009 à 2017, il y a une courbe rouge qui a monté de façon exponentielle d'un coup et qui ne cesse de continuer de monter, c'est évidemment les rencontres en ligne. Aujourd'hui, 40% des couples se sont rencontrés via les applications de rencontres et via les réseaux sociaux. Et toutes les autres, en fait, donc les amis, la famille, le voisinage, l'église, et les études, tout est en train de chuter et approcher dangereusement les zéros. Donc on va vers un monde où, c'est déjà le cas, la majorité des gens se rencontrent en ligne, mais où bientôt, presque tout le monde, en fait, se rencontrera en ligne et peut-être que tous les autres moyens qui subsistent encore, qui sont les bars, les restaurants ou les amis, les groupes d'amis, eh bien, peut-être que même ça, au final, on ne l'aura même plus. Et donc, pourquoi est-ce que c'est un problème ? Parce que les femmes sont hypergames. Et ça c'est une donnée cruciale. Quand on est un homme et qu'on veut véritablement comprendre la psychologie féminine, il n'y a qu'un mot à avoir en tête, c'est l'hypergamie. L'hypergamie, c'est un instinct biologique féminin qui fait que une femme cherche à se mettre avec un homme qui lui soit supérieur en termes de ressources socio-économiques, mais pas uniquement, en termes de charisme, en termes de position sociale, en termes physiques. Et comme j'ai pu l'expliquer, ça nous vient de notre passé préhistorique. Voilà, parce que la femme avait besoin d'un protecteur, grosso modo. Et donc ça nous est resté et on n'y peut rien. Toutes les femmes sont hypergames par essence et c'est une donnée biologique comme une autre. C'est ni bien ni mal. Enfin, c'est comme le feu, c'est-à-dire que le feu, si vous mettez votre main, ça brûle, mais ça réchauffe aussi. Ça a son utilité, sauf que à cause des applications de rencontres, finalement, les femmes peuvent faire leurs courses en termes de choix d'hommes extrêmement facilement et faire même leurs courses par les réseaux sociaux à l'autre bout de la planète. Et donc, c'est pour ça que c'est pour ça que la compétition en fait devient complètement injuste et non seulement injuste mais ingagnable en fait pour l'homme moyen. C'est qu'en fait des femmes qui étaient à son niveau à l'époque et qui en fait pourraient très bien s'épanouir avec eux parce que ils sont à un niveau on va dire pas de compétition parce que les hommes et les femmes ne sont pas en compétition l'un envers l'autre, mais disons que voilà, Tout homme peut avoir sa chance. Voilà, exactement. Tout homme peut avoir sa chance. On sait bien. Bon, il y a les femmes extrêmement belles, il y en a qui le sont un peu moins, et puis il y en a qui le sont encore moins, etc. De toute façon, on est inégaux. Ces rencontres à Notting Hill, voilà. Les différents films qui rassurent les hommes là-dessus. C'est ça, on est inégaux par nature, et chacun, en fait, peut tout à fait trouver quelqu'un à son niveau qu'il mérite, à sa juste valeur. Et en fait, les réseaux sociaux ont fait complètement monter artificiellement la valeur des femmes en ligne, qui ont été sursollicitées par énormément d'hommes et qui se sont dit, mais tout d'un coup, en fait, je peux prétendre à beaucoup plus que ce que je mérite en réalité et avoir accès à ce top 25% des hommes les plus attirants et les plus désirables. Et donc, une statistique suffit pour s'en convaincre, les femmes ne likent que 5% des profils masculins qui leur sont proposés sur Tinder, et c'est globalement le cas sur toutes les applications de rencontres. Tandis que les hommes, eux, likent plus de la moitié des profils féminins. Donc ça veut dire que pour un homme, il y a 10 fois plus de femmes intéressantes que d'hommes pour une femme. Alors effectivement, c'est vrai que dit comme ça peut être très déprimant. Sauf qu'il ne faut quand même pas oublier que tous nos ancêtres, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils n'ont eu aucune difficulté à trouver une femme. C'est simplement qu'en fait, il y a
la virtualisation des échanges et même le fait que les femmes, avant, elles étaient limitées par le mariage monogame. Une fois qu'on était mariés, on divorçait pas, c'était mal vu. Donc on n'allait pas continuer à faire ses courses et se regarder dans un coin de sa tête, mais peut-être que je peux avoir mieux. Et puis on était aussi limité géographiquement. On avait 2-3 prétendants dans sa vie, c'était déjà pas mal. Et on était dans un petit village, dans une ville taille moyenne, dans notre quartier, etc. Et on n'avait pas toute cette possibilité de voyager autant, de télécharger une nouvelle application dans un nouveau pays où on va, etc., etc. Et en fait, c'est tous ces facteurs-là qui ont rendu la compétition complètement délirante pour l'homme moyen. Et donc c'est pour ça qu'en fait, ce que je veux faire comprendre aux hommes, c'est que c'est pas que ils ne sont pas désirables, ils ne sont pas attirants, parce qu'ils ne sont pas moins bien que leurs grands-parents avant eux. C'est simplement qu'ils ont une société qui joue contre eux. Et un homme qui peut-être n'est pas le plus beau physiquement, mais qui charme bien, qui est drôle, qui a du charisme, qui a un cercle social conséquent. Tout ça, c'était tout un tas de facteurs qui suffisaient amplement avec énormément de femmes. Mais simplement, quand vous swipez sur Tinder, vous avez 5 secondes pour être convaincu que la personne que vous avez en face de vous, elle vous intéresse ou pas. Mais forcément, il n'y a que le critère physique qui compte. Et donc, c'est comme ça qu'énormément de femmes en viennent à swiper encore et encore. Alors, à gauche, à droite, honnêtement, je sais même pas. J'ai jamais eu Tinder, je crois que c'est à gauche qu'on veut pas. Mais donc voilà, le fait est que, en fait, il y a des hommes qui ont énormément d'autres qualités à proposer à une femme et qui n'ont même pas, en fait, même la possibilité de l'exprimer. Et moi, je suis convaincue que si jamais ils avaient cette possibilité-là, il n'y aurait pas de problème. Parce que ça met en valeur les qualités qui sont uniquement visibles d'un point de vue digital, mais pas forcément dans la vraie vie. Voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, on en vient à un monde où une minorité d'hommes se partage une majorité de femmes, où toutes les femmes se disent non, mais en fait, les hommes, ils veulent pas se poser, ils veulent pas s'engager. Les hommes, c'est tous des salauds. Moi, je me suis donnée à tel homme, j'étais amoureuse, et puis il m'a traité comme n'importe quoi. Mais on peut pas reprocher à un homme qui fait partie des plus attirants d'enchaîner toutes les conquêtes, puisque c'est tellement facile. De son point de vue, c'est tellement facile. Énormément de femmes le sollicitent. Et en plus, la contraception de masse le permet. Donc, en fait, moi, Mais est-ce qu'on peut reprocher à une femme d'avoir envie d'avoir le meilleur homme ? D'une certaine façon, la culture même française nous a toujours poussé au prince charmant. C'est pas le wokisme qui a inventé le prince charmant. Et donc, s'il y a des outils, des moyens qui permettent de rencontrer l'homme parfait, pourquoi la femme ne les utiliserait pas ? Parce qu'en fait, il faut être bien conscient qu'on mérite tous quelqu'un à notre mesure, à notre échelle. Et en fait, non, on ne peut pas reprocher aux femmes de vouloir atteindre le meilleur homme possible pour elles, effectivement. Sauf qu'en fait, il faut aussi qu'elles soient conscientes de leur valeur à elles, de leur potentiel, de ce qu'elles méritent en général. Et en fait, c'est là où tout ce système est traître aussi en fait, envers les femmes et trahit en fait cet instinct-là qu'elles ont, c'est qu'elles leur font miroiter qu'elles peuvent avoir ces hommes des 5%, alors qu'elles-mêmes ne font pas forcément partie du haut du panier. Et c'est comme ça, on est inégaux. Et en fait, donc forcément, elles se font utiliser et jeter. Et puis après, elles pleurent, sauf qu'en fait, elles ne sont pas prêtes à revenir sur certains de leurs critères et sur certains de leurs standards, parce qu'une fois qu'elles ont touché et qu'elles ont eu accès justement à l'homme sur le papier parfait, et ben en fait elles ne veulent pas redescendre sur terre et simplement voir en fait le garçon de leur classe ou c'est ce collègue de travail qui en fait est super, qui fera un super père de famille, qui les comblerait de bonheur. Et en fait non, elles préfèrent rester dans leurs illusions. Et ça c'est la désillusion féminine. Ça c'est quelque chose d'extrêmement répandu chez les femmes modernes. Elles ne veulent pas revenir sur leurs exigences. Et au final quoi ? Eh bien 47% des femmes seront célibataires et sans enfants parce que les meilleurs des hommes, ils vont choisir les meilleurs des femmes. Et les meilleures des femmes, c'est pas celles qui ont enchaîné les coups d'un soir. C'est pas celles c'est celles qui sont les plus attirantes physiquement. Ça va être celles qui sont peut-être aussi particulièrement intelligentes, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ça fait que si effectivement on veut prétendre avoir accès au meilleur, il faut soi-même être le meilleur et donc il faut être exigeant envers soi-même. Et c'est là aussi où il y a tout un paradoxe chez les femmes modernes, c'est qu'elles se disent « je peux faire n'importe quoi de ma vie et de mon corps », et ce super homme prince charmant qui gagne 10 000 € par mois, il voudra de moi. Bah non, cocotte. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres qui... la compétition, elle est rude et c'est pas toi qui choisiras. Et c'est cruel, mais c'est comme ça. Alors, est-ce qu'il vaut mieux ne pas plutôt être exigeante envers toi-même, ne pas te vautrer dans la médiocrité et te dire
je suis la future épouse et la future mère de quelqu'un, et je vais me trouver un homme à ma valeur et que je comblerai de bonheur et que je pourrai atteindre, plutôt que de rester dans des illusions et de s'imaginer que elle va pouvoir être avec Brad Pitt ou Leonardo DiCaprio. Enfin, en fait, c'est ça aussi. Qui change de femme aussi. Qui change de femme, évidemment, et qui en prend toujours une plus jeune. Par Tom Cruise, il y en a beaucoup qui changent. Est-ce que, dans le fond, il n'y a pas d'un point de vue schématique aussi une question d'âge ? C'est-à-dire que si on jouait le jeu de l'exercice, est-ce que, selon toi, les femmes aussi sont différentes, ou leur situation, ou leur prédisposition à être en avantage ou en désavantage change selon les périodes de leur vie? En tout cas, souvent, en tant qu'homme, on se dit ça. C'est-à-dire, il y a tendance à penser que l'homme moche, un peu gros, à 18-20 ans, il n'a pas du tout de chance. À 35 ans, il y en a beaucoup plus qu'à 18 ans. Entre hommes, on se dit ça. Est-ce que du côté des femmes, il y a aussi le même état d'esprit ? Oui, alors, effectivement, chaque individu, en fait, a une certaine valeur sur ce qu'on pourrait appeler le marché de la séduction. Alors là, je vais avoir une approche très pragmatique de la chose. Évidemment, il y a les sentiments, il y a les émotions qui rentrent en jeu, mais avant tout, sur ce marché de la séduction, on a tous une valeur, et elle dépend de notre âge, elle dépend de notre capital physique, elle dépend de notre intelligence, elle dépend de nos capacités, elle dépend de tout un tas de choses, et c'est pas forcément la même chose, encore une fois, pour les hommes que pour les femmes. Un homme a beaucoup plus à offrir à une femme à 30 ans qu'une femme à 30 ans, et une femme a plus à offrir à 20 ans qu'un homme à 20 ans. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en général, les femmes sortent avec des hommes plus âgés qu'elles, déjà parce qu'ils les attirent plus, mais aussi parce qu'ils ont plus à leur offrir, et inversement. Et voilà, toutes les plus grandes stars, elles, comme elles ont le choix, elles choisissent toujours des femmes plus jeunes, parce que plus fertiles, plus jolies, etc. Est-ce que ça veut dire qu'à 30 ans, on n'a plus aucune valeur et on est périmé ? Évidemment que non. Mais justement, si jamais on a conscience de tous ces facteurs et de cette réalité peut-être un peu cruelle, par exemple quand on est une femme, que la vieillesse, elle est plus dure avec nous qu'envers les hommes, eh bien justement, on ne va pas gâcher nos plus belles années à enchaîner les relations qui ne servent à rien, les coups d'un soir pourri, et justement, on va plutôt travailler sur nous-mêmes et rester, encore une fois, exigeante pour être une femme de valeur et pouvoir prétendre à un homme de valeur en retour qui prendra soin de nous jusqu'à la fin de notre vie. Et c'était ça aussi toute la beauté du modèle monogame catholique qui a participé à forger notre civilisation. C'est qu'en fait, l'homme s'engageait à aimer sa femme comme son propre corps, comme le dit le serment de la cérémonie de mariage. C'est femme... Soumets-toi à ton mari. Femme, soumets-toi à ton mari, oui, c'est ça, obéis à ton mari, et mari, aime ta femme comme ton propre corps. Et c'était là où, on va dire, il y avait un bon échange de procédés. C'est que la femme, elle offrait son corps, sa beauté, sa fertilité aussi à l'homme, dont elle était très heureuse d'avoir les enfants, parce qu'elle le choisissait aussi. Les femmes sélectionnent les hommes sollicitent et les femmes sélectionnent. Et l'homme en retour, eh bien, il allait prendre soin de son épouse, financièrement, physiquement, la protéger, la mettre à l'abri, etc. Et c'est là où a été tout le génie de notre civilisation, c'est d'avoir trouvé cet équilibre parfait entre les instincts masculins de protection, les instincts de bâtisseurs de ces hommes-là, et les instincts des femmes qui voulaient être protégées, rassurées, et en fait, voilà, ce modèle-là convenait le mieux pour tout le monde. Et on voit bien que le modèle matriarcal, polygame féminin actuel, parce que c'est de la polygamie déguisée, les gens qui changent de relation je ne sais combien de fois par an et qui divorcent et qui ont 5 ans par-ci, 5 ans par-là avec lui, puis avec l'autre, c'est de la polygamie qui ne dit pas son nom. Eh bien, moi justement, je suis pro-mariage, pro-civilisation, et je souhaite le retour d'un patriarcat européen, de ce modèle monogame qui a fait notre force et qui a fait que hommes et femmes s'épanouissaient complètement dans ce schéma-là. Alors après, même aujourd'hui, ceux qui pensent comme toi, je ne suis pas certain qu'ils rêveraient d'être replongés dans le XVIe ou le XVIIe siècle au niveau des femmes. Il y a aussi en fait, j'essaie de me mettre à la place des femmes qui peuvent nous écouter. Il y a aussi beaucoup de femmes qui peuvent aujourd'hui, par exemple, se consacrer à un seul homme, à 19, 20 ans, elles se marient avec, et étant donné qu'en fait, elles ne comprennent rien aux choses, et qu'elles sont engagées, elles vont rester du coup 60 ans, 70 ans avec le même homme qui n'était tout simplement pas le bon. Et en fait, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui, tout en étant d'accord avec toi sur la notion de fidélité,
sur le souhait aussi de ne tout simplement pas être une traînée, c'est le terme qui existe, se disent entre 18 et 23 ans, je veux avoir des relations sexuelles tout en étant normé, ça ne veut pas forcément dire être débridé, etc. Pour connaître un peu mieux, pour me connaître, pour comprendre comment les autres fonctionnent, et à un moment donné, je vais être un peu plus exigeant. Est-ce que tu entends ce discours qui est entre deux? Parce que je refuse qu'on soit dans une logique d'un côté, il y a toutes celles qui veulent pendant 15-20 ans complètement enchaîner comme si 10 partenaires ou 250 partenaires c'était la même chose, et celles qui simplement vont se dire à un moment donné je veux m'apprivoiser, je veux découvrir, je veux avoir aussi, même dans la romance française, la déception amoureuse fait partie des choses. Donc pour être déçu d'un point de vue amoureux, il faut avoir une relation. Alors après, elle est plus ou moins aboutie, etc. Mais voilà, qu'est-ce que tu dis à ces femmes justement aujourd'hui? Alors, moi, je répondrais, en tout cas pour répondre à votre question, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'on a le droit de savoir la réalité des choses. Qu'une femme perd en valeur plus elle a de partenaires. Après, elle est libre de faire ce qu'elle veut, mais par contre, qu'on ne vienne pas me faire croire que ça n'a aucune répercussion, que hommes et femmes sont parfaitement égaux et qu'on peut avoir la sexualité qu'on veut sans conséquence. Et moi, ce que je prône, c'est la responsabilité individuelle. C'est OK, les données sont celles-ci, maintenant, tu fais ce que tu veux. Par contre, ne viens pas après pleurer si tu as les conséquences de tes actions. Et moi, ce que je déplore, c'est que les femmes modernes n'aient pas les conséquences de leurs mauvais choix. Et encore une fois, voilà, c'est prends ton destin en main si tu veux, tu en fais ce que tu veux. Par contre, qu'on ne vienne pas à moi me dire de ne pas dire telle ou telle chose parce que ça va froisser un tel ou parce que l'opinion commune ne va pas dans ce sens. Moi, il n'y a vraiment que notre époque moderne pour être aussi orgueilleuse, pour estimer que toutes ces choses-là qui étaient considérées comme on ne peut plus banales et normales il y a 50 ans, eh bien tout ce savoir est à jeter à la poubelle. Donc moi, je rappelle juste la réalité des choses et essayer de donner des outils aux hommes notamment qui m'écoutent pour faire les meilleurs choix dans sa vie. Après, moi, je veux dire, je suis pas la police des mœurs. Hein. Je ne viens pas chercher les uns et les autres et dire toi tu fais ci ou toi tu fais ça. Par contre, je donne des principes. Parfois, je donne des exemples. Je dis ça, par exemple, il vaut mieux pas faire, effectivement, dans l'optique où on veut une relation stable, un mariage, des enfants, etc. Parce qu'en fait, le problème des femmes modernes, c'est qu'elles veulent le beurre et l'argent du beurre. Elles veulent faire n'importe quoi de leur jeunesse, passer à enchaîner les relations et tout ce qui s'ensuit. Et à côté de ça, pouvoir trouver l'homme parfait qui va leur passer la bague au doigt et qui gagnera 5 000 par mois et qui la fera voyager au bout du monde et qui l'emmène en date une fois par semaine. Non, si on veut réconcilier les hommes et les femmes, il faut aussi rappeler des vérités fondamentales et qu'en fait, les gens posent leurs choix en conscience et que ceux qui font des mauvais choix en paient le prix et ceux qui font des bons choix en paient le prix. Et en fait, c'est cette injustice dans les relations hommes-femmes qui rend tout le monde sur les nerfs et les hommes qui, justement, développent aussi du ressentiment vers les femmes, de se dire mais c'est pas possible, c'est injuste, pourquoi est-ce que moi je devrais bien gagner ma vie, si j'habite encore chez ma mère à 30 ans, je suis moquée, stigmatisée. Je suis pas contre cette forme de stigmatisation en soi, mais par contre elles, de leur côté, en fait elles peuvent faire absolument tout ce qu'elles veulent et tous leurs mauvais choix, ils sont glamourisés. Tu veux faire un compte OnlyFans, mais ton copain il veut pas, il a rien compris, il est arriéré, go girl, ah non mais je sais pas moi, tu veux faire passer ta carrière avant des enfants, non mais en fait t'as parfaitement raison et un enfant c'est un obstacle à la réalisation personnelle, donc tu fais ce que tu veux, yes queen, etc. Et en fait c'est ça qui est particulièrement agaçant et qui fait que effectivement tant que ce climat règne, eh bien on résoudra jamais le problème et le discours ne sera jamais rétabli entre les deux, quoi. Quand tu parles de femmes modernes, est-ce que c'est une version très élargie? C'est-à-dire quand on dit l'homme moderne aujourd'hui, par exemple, encore une fois, quelqu'un de droite, parce que notre audience est plutôt des gens de droite, ils vont se dire l'homme moderne, c'est le centriste, c'est le gauchiste, etc. Est-ce que la femme moderne, c'est aussi des femmes de chez nous? C'est-à-dire qu'en fait, des femmes qui peuvent se dire je défends mes valeurs, je suis catholique, je suis chrétienne, qui peuvent avoir tous ces principes, mais qui au fond d'elles-mêmes restent des femmes modernes.
C'est-à-dire, est-ce que pour toi, il faut également que toutes ces femmes-là qui pensent vraiment faire partie d'une sorte d'élite déjà intellectuelle, etc., doivent travailler cet élément, ou est-ce que ça concerne que les autres ? Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas anodin, c'est pas pour rien que quand j'ai pu exprimer certaines opinions qui ont provoqué moult remous, il y avait aussi une certaine partie de la droite, pas toutes, mais qui n'étaient pas d'accord avec moi. Mais c'est pas une critique particulière envers ces gens-là, c'est simplement j'estime qu'ils sont dans l'erreur et qu'effectivement il est illusoire d'imaginer que nous aussi qui avons baigné dans une propagande égalitaire depuis notre plus jeune âge, on n'est pas quelque part un peu intériorisé un certain discours féministe sur les relations hommes-femmes. Donc effectivement il y a aussi certainement des gens de droite qui sont modernes dans la façon de concevoir les relations hommes-femmes, certainement oui. Et tu penses que les hommes n'osent pas le dire, peut-être parce que ils ont peur que du coup, en fait, les femmes se braquent et que du coup, ils peuvent s'empêcher de choses. Il y a un côté où, pour le coup, là-dessus, les hommes, si tu penses que les hommes aiment les femmes justement qui vont se préserver, pourquoi ils ne disent rien ? Parce que il y a plusieurs choses. C'est assez rare de voir des hommes qui vont te retweeter en disant elle a raison, etc. Pour le coup, il y en a. En fait, ça va pas davantage des retweets, mais en fait, si vous regardez les tweets en l'occurrence... C'est pas qu'il y en a pas, je dis que... Non, mais en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que si vous regardez un tweet, il y a plus de j'aime que de retweets. Et en fait, les gens donnent leur approbation par un j'aime, ils veulent pas vraiment se mouiller jusqu'à retweeter. Et en fait, il y a beaucoup plus de gens qui j'aime, qui like, que de gens qui repostent ou retweetent en s'insurgeant et en disant qu'ils sont pas d'accord avec moi. Donc en fait, je pense qu'il y a énormément d'hommes qui, d'ailleurs, je le vois bien, je reçois des centaines, depuis que j'ai réorienté ma chaîne et un peu mon discours en général, j'ai des centaines de témoignages d'hommes qui arrivent tous les jours dans ma boîte mail, sur les réseaux sociaux, etc. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'hommes à qui ça fait du bien qu'il y ait quelqu'un qui porte un peu justement ce discours-là, parce que jusqu'alors, il y avait pas masse de monde qui parlait de ça. Et surtout, en tout cas, surtout une femme. Donc oui, il y a énormément d'hommes qui se retrouvent dans mon discours. Après, est-ce que il y en a qui, parce qu'ils ont trop intériorisé justement cette propagande-là, n'ont même pas forcément conscience qu'ils sont influencés par la société moderne. Il va aussi y avoir ceux qui espèrent profiter de ce système-là pour avoir accès à plus de femmes. C'est tous ces hommes qui se proclament féministes simplement pour séduire des féministes, ce qui ne marche pas du tout. En imaginant que parce qu'ils vont être dans l'équipe des femmes, les femmes vont les aduler, alors que en général c'est même plutôt l'inverse. En général, les femmes, il y a pas qu'un choix. Soit elles admirent les hommes, soit elles les méprisent. Et à mon avis, les hommes féministes ne font pas vraiment partie de la première catégorie. Et donc là je parle en termes d'inconscient et vraiment de psychologie profonde. Mais donc c'est soit une stratégie, soit ils n'ont pas vraiment conscience de toute cette propagande-là. Et puis aussi, il y a aussi beaucoup d'hommes qui ont été élevés par des mères féministes qui leur ont appris et ils ont intériorisé le fait que il faut aborder une femme, il ne faut pas aborder une femme sans être parfaitement sûr d'avoir son consentement. Il ne faut, il ne faut pas être toxique et tout. Et en fait, tous ces mantras qu'on leur a répétés depuis leur plus jeune âge par des mères féministes divorcées qui ont un peu bousillé en fait ces jeunes hommes qui n'ont jamais eu finalement l'occasion de vraiment exprimer leur pleine masculinité et leur virilité et qui ont du mal à franchir le pas. Il y en a certains qui vont se rendre compte de tout ça dans la douleur et qui vont faire le choix de changer de mentalité, et il y a ceux qui ne vont pas faire ce choix-là. Après, moi je ne suis pas là pour dire soyez d'accord avec moi ou périssez. Je donne mon avis, on se retrouve dedans, tant mieux, et j'essaie de donner des solutions et des outils aux hommes pour comprendre les femmes. Et si on n'est pas d'accord avec moi, adieu va. Est-ce que tu penses que si tu étais moche avec 30 kilos de plus, tu pourrais tenir ce discours ? Je pense que oui. Bien sûr que je pourrais tenir ce discours. Après, ça dépend ce qu'on entend. Est-ce que j'aurais autant d'audience ? En fait, est-ce que c'est pas... D'une certaine façon, tu fais partie aussi, quand on parle de catégorie de femmes, tu fais partie des femmes privilégiées. Toutes les femmes ne sont pas forcément jolies, ne savent pas forcément éduquer, ne savent pas forcément bien parler. Est-ce que, dans le fond, tu ne peux pas te permettre de tenir ce discours en disant je vais sélectionner mon homme, parce que si tu peux le sélectionner, parce qu'il y a certaines femmes, on en connaît,
qui, d'une certaine façon, n'ont jamais pu vraiment séduire un homme. Et lorsqu'un homme va aller vers eux au milieu d'un bar et que ça fait 4 ans qu'elles n'ont pas une relation, ben, elles sont bien obligées de l'accepter. Ça arrive aussi aux femmes. La femme n'est pas forcément une femme séduisante, jolie, intelligente, intéressante. Comment tu vois cet élément-là? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'élitisme dans ta façon d'être ou de juger la femme? Moi, je ne pense pas que les femmes aient vraiment à expérimenter une misère sexuelle ou une misère affective. Je pense que ça, c'est quelque chose que les femmes ne connaissent pas. Vous êtes une femme, que vous soyez même grosse et moche, honnêtement, vous téléchargez une application de rencontre, vous avez... Oui, mais tu es contre les applications de rencontre. Oui, mais là, je parle... en général, dans la société d'aujourd'hui, une femme, si elle veut avoir une relation, elle en a une. Donc, c'est pas un inconnu dans un bar qui va l'aborder, qui va... Est-ce qu'elle peut être exigeante? Est-ce qu'elle peut vraiment, si elle est au fond de son village, qu'elle a justement une pratique classique de sa vie traditionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne va pas aller dans les grandes villes, etc. Est-ce qu'à un moment donné, si elle a des hommes qui n'ont pas forcément énormément d'exigences, est-ce qu'elle ne doit pas tout simplement se contenter de ce qu'elle a? Surtout si l'objectif d'abord, c'est d'avoir des enfants, la natalité, c'est-à-dire qu'on connaît tous des femmes qui sont exigeantes entre 20 et 30 ans, et au moment de 30 ans, moi, j'ai 3 ans, et à un moment donné, voilà, et tout le monde a une copine, et il va lui dire, bon, il est peut-être pas top, mais bon, faut y aller, quoi. Oui. Je suis d'accord, mais c'est effectivement là où, comment dire, où les femmes doivent être conscientes de ce qu'elles méritent, en tout cas de ce qui est à leur hauteur. Et c'est pas forcément dégradant de dire ça, c'est que, encore une fois, chacun a une échelle qui lui est propre. Mais en fait, le fait est qu'aujourd'hui, les femmes, même les femmes grosses et moches, elles ont des prétentions qui sont bien au-delà de ce qu'elles méritent en réalité. Et il n'y a pas le garçon moyen, comme vous dites, peut-être, voilà, pas top, mais il est gentil et il s'occupera bien de toi. Mais elles en veulent pas, elles le regardent même pas. Et c'est ça, en fait, où comment dire... la révolution sexuelle et l'hypergamie, c'est pas la paysanne qui va batifoler dans les bottes de foin avec le paysan du coin. C'est pas ça en fait. C'est l'hyperfemelle méga chouin qui va télécharger Tinder et essayer de se taper, excusez-moi, pardon, hein, et qui va essayer d'avoir accès aux meilleurs hommes qui ne se poseront évidemment jamais avec elle, mais même malgré ça, elle ne voudra pas baisser ses prétentions. En fait, elle va même pas jeter un regard aux garçons de sa catégorie. C'est ça le mot que je cherchais, de sa catégorie, parce qu'elle estime que non, elle vaut mieux que ça, et qu'en fait, mon homme capable, comme disent les jeunes femmes aujourd'hui sur TikTok, capable de quoi? En fait, tout. Mon homme capable, il doit faire ci, il doit faire ça, et ci, et ça, machin, et moi je mérite ci, et blablabla, etc. Et en fait, quand vous dites qu'une femme qui n'a pas le choix, elle prend ce qu'elle a, en fait, c'est pas ça, c'est que les femmes ont le choix, mais elles ne veulent pas choisir dans la catégorie qui leur correspond. En fait, elles veulent s'extraire de cela par, justement, c'est les outils de la modernité qui leur sont proposés. Et au final, leur destin, il ne sera pas... En fait, c'est une illusion, encore une fois, c'est une illusion. Elles s'imaginent qu'elles peuvent s'extraire de cela et faire fi de la réalité des choses, de la nature, de leur qualité, de leurs défauts. Et elles veulent faire fi de cela, et au final, leur destin sera bien plus misérable que si elles avaient accepté de regarder ce garçon qui, peut-être de prime abord, elles ne l'avaient pas remarqué, mais qui, en fait, a des qualités extraordinaires, qui fera un super chef de famille, qui sera fiable, qui la trompera pas, parce que la grosse majorité des hommes, contrairement à ce qu'on dit, en fait, du moment qu'ils auront une femme gentille avec eux, qui leur donne des enfants, qui est là pour eux, ils vont pas aller voir ailleurs. Enfin, les hommes cherchent la paix avant tout. Donc, si une femme n'est pas ennuyante, n'est pas agaçante, je veux dire, ils sont les plus heureux du monde. Et en fait, ces hommes-là, elles les regardent même pas. Oui, parce que l'homme ne peut pas le dire. Parce que s'il prend un rencard avec une femme et qu'il lui dit voilà, ce que je sers, c'est qu'on m'emmerde pas et qu'on s'occupe bien de moi, la femme fuit aussi en règle générale. C'est-à-dire que la femme a du mal, peu importe d'ailleurs l'échelle de valeur, à voir les choses en face, à accepter la réalité. Parce que dans le même temps, tu demandes à ce que les femmes cherchent à trouver les hommes dans la même catégorie. Mais de l'autre côté, tu parlais tout à l'heure de Julien Rochdy, tu vantes aussi un idéal de l'homme qui va être beau, qui va être viril, qui envoie du rêve, etc. Mais toutes les femmes qui sont mariées au bout de 10 ou 15 ans avec le même homme, en général, elles t'expliquent que les hommes ne sont pas comme ça.
Non, en fait, je ne dis pas que tous les hommes sont des Brad Pitt en puissance, évidemment. Simplement, je pense Mais que... même Brad Pitt doit être insupportable au Ah, quotidien, mais doit être c'est sale, clair. doit être bordélique, c'est pas du Bien tout sûr, le... mais en fait, c'est là où en fait il y a un véritable changement de mentalité à opérer chez les gens, chez les jeunes femmes, chez les jeunes hommes, mais surtout chez les jeunes femmes. C'est qu'en fait, aujourd'hui, elles recherchent, les femmes modernes, une vie sans contraintes. Donc c'est voilà, effectivement un homme qui fait rêver, un idéal, etc. Moi, je le rappelle bien que la vie n'est pas faite que de plaisir et que de voilà, d'absence de souffrance, de confort. Non, en fait, plutôt que de chercher une vie où justement on évite toute forme de contrainte, il faut plutôt apprendre à avoir les épaules suffisamment solides pour supporter les difficultés et les épreuves de la vie. Et aujourd'hui, à la moindre difficulté, les couples explosent, les femmes parce qu'elles ne sont plus amoureuses ou parce qu'elles ont un état sentimental qui a légèrement évolué depuis ces derniers mois, et bon, elles vont dire, moi, je vais partir, je vais trouver mieux, je veux avoir du temps pour moi, oh, il m'embête, et puis je veux revivre ma vingtaine avec mes copines divorcées de 40 ans. Et en fait, moi, ce que je dis simplement, c'est que la vie est difficile. Elle est mieux si on est bien accompagné. Si on est bien accompagné, eh bien, il faut avoir eu le discernement pour avoir choisi la bonne personne pour nous. Et surtout, il faut être conscient que voilà, il va falloir avoir les épaules solides pour affronter ce qui n'ira pas dans la vie. Et en chaque homme réside un homme de valeur. Ça ne veut pas dire que chaque homme est un top modèle, mais que chaque homme est capable de se surpasser, de devenir une meilleure version de lui-même. Et c'est en cela que l'instinct de l'hypergamie, qui peut être en fait la meilleure donnée pour l'homme, c'est que c'est la meilleure forme de développement personnel. Qu'est-ce qui pousse un homme à sortir de chez sa mère, d'arrêter d'habiter chez elle, de se mettre à travailler, d'avoir une situation? Sa motivation première, au fond, c'est le statut social. Et le statut social, pourquoi aussi? Pour avoir des femmes, et pour séduire une femme, et pour être respecté. Et les hommes, fondamentalement, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est le respect. Que ce soit le respect de leur femme, le respect de leurs collègues, le respect de leur entourage en général. Les hommes sont quand même pas très difficiles. Livre noir. Oui, ce sera Livre noir. Quel meilleur nom que celui-ci? Si proche de ce qu'étaient nos ambitions, celle de contribuer à la vie politique et médiatique du pays, celle de traiter des sujets dont personne ne parle ou dont on ne parle qu'en écumant les mêmes mensonges au service des mêmes soumissions. Aujourd'hui, Livre noir est là. Nous occupons le terrain, les réseaux sociaux, les kiosques et les plateaux. Et demain, grâce à vous, nous demeurerons. Sur Livre noir, nous vous dirons toujours ce que nous avons vu. À vous de voir ce que vous voyez. Mais du coup, quand tu dis que les hommes cherchent le respect, les femmes, elles, qu'est-ce qu'elles vont chercher et qu'est-ce qui fait? Parce que tout à l'heure, c'est ce dont on parlait, le fait qu'à un moment donné, la femme est moche, etc., faut bien qu'elle trouve quelqu'un. La femme, elle, qu'est-ce qu'elle va chercher en complémentarité de ça? La femme, ce qu'elle recherche profondément, c'est la protection. C'est le fait d'être rassurée. C'est le fait de pouvoir s'abandonner dans les bras d'un homme en qui elle a confiance. C'est avoir confiance en un homme. Et c'est vrai aussi qu'il y a une difficulté chez beaucoup de femmes à regarder autour d'elles des hommes en qui elles ont confiance. Encore une fois, parce qu'elles regardent au mauvais endroit, en fait. Elles regardent dans les 20% d'hommes auxquels elles ont accès occasionnellement, avec lesquels elles s'imaginent qu'elles pourront avoir une relation, alors qu'en fait, elles ne sont qu'utilisées, utilisées puis jetées. Et si justement elles arrêtaient d'utiliser la pilule contraceptive dans ce but-là, et qu'en fait elles se recentraient sur elles-mêmes et sur ce qu'elles sur leurs valeurs et ce qu'elles pouvaient avoir, et aussi se rendre compte que les beaux parleurs, c'était beaucoup de blabla, et qu'en fait dans la vie, au bout d'un moment, faut avancer. On n'a pas 19 ans toute sa vie. Le temps passe, et notre valeur aussi décroît avec le temps à partir d'un certain moment. Donc, ce qu'elles recherchent, c'est simplement un homme en qui elles peuvent avoir confiance. Et là où, en fait, où il y a un vrai message d'espoir par rapport aux hommes, et c'est pour ça aussi, pour la raison pour laquelle je m'adresse aux hommes. La cible principale de mon discours, ce sont les hommes, ce ne sont pas les femmes. Parce que les hommes, ont
ont cette capacité déjà de recul sur eux-mêmes qui est supérieure aux femmes qui sont plus émotionnelles. Les hommes sont plus pragmatiques. Les hommes sont davantage capables à la remise en question que les femmes. Et je pense que si les hommes prennent conscience qu'en fait, il leur suffit de s'améliorer eux-mêmes, d'aspirer à être cet homme de valeur-là, parce qu'on a tous une marge de progression. Évidemment, je ne serai jamais Margot Robbie et je sais pas, je ne serai jamais Brad Pitt. Mais en attendant, par contre, je peux être une meilleure Thaïs et vous pouvez être un meilleur Eric. Et en fait, et c'est cette marge de progression-là dont on doit prendre conscience. Alors certes, voilà, on n'aura peut-être pas autant d'options que quelqu'un de mieux que nous. Par contre, on en aura déjà plus que quand on était à notre niveau zéro de « je ne fais pas d'efforts, je ne m'entretiens pas, je ne cherche pas à améliorer mes compétences, je ne cherche pas à préserver ma valeur quand on est une femme, etc. » Et donc... faut accepter ce qu'on est et arrêter de fantasmer, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut accepter ce qu'on est et arrêter de fantasmer. Mais si jamais on a la possibilité de s'élever, en tout cas pour les hommes, si les hommes, en tout cas c'est aux hommes que je m'adresse, qui ont des difficultés justement à avoir accès aux femmes, si jamais ils deviennent eux-mêmes des hommes de valeur, un homme de valeur, ça va être quelqu'un qui fait du sport, qui cherche à se construire une existence à sa mesure en améliorant ses compétences, sa situation professionnelle. Ça va être quelqu'un qui va se construire un cercle social. Ça va être un homme qui a les capacités de protéger sa famille, etc. Quelqu'un de sensible aussi. Ça dépend ce qu'on met derrière le mot sensible, parce que je pose la question parce que c'est vrai que d'un côté on dit que tu dis que l'homme il est pragmatique, etc. Il y a l'aspect l'homme, du coup de l'autre côté il y a l'aspect très viriliste de l'homme, et en même temps les femmes dans la protection elles attendent aussi une forme de sensibilité. Mais effectivement on n'en parle pas beaucoup dans ce nouvel idéal de l'homme parce qu'on a tendance à penser que la sensibilité c'est une fragilité, parce que tout de suite c'est vu comme la société actuelle, quand on entend sensibilité on entend sensiblerie. Toi c'est quelque chose qui ne te touche pas du tout, l'aspect de te dire un homme doit être un minimum sensible, doit être à l'écoute, doit comprendre aussi la femme? Dans le fond, la sensibilité première de l'homme, ça doit être de comprendre que la femme, il ne doit pas l'utiliser et la jeter d'ailleurs. Moi, je pense que l'homme doit comprendre la femme, surtout aujourd'hui, parce que parce que les règles du jeu ont changé et que personne ne les a enseignées aux jeunes générations et que ça devient très compliqué de vraiment comprendre leurs attentes, de comprendre comment trouver une femme de valeur et comprendre comment la garder. Et donc, dans ce sens-là, oui, il faut comprendre les femmes. Mais moi, je ne suis pas vraiment pour parler de sensibilité, de vulnérabilité, parce qu'on met souvent beaucoup de choses derrière qui... J'ai pas dit vulnérabilité. Certes, mais souvent, c'est un petit peu ce qui est implicitement... En tout cas, aujourd'hui, quand on parle de sensibilité, on entend vulnérabilité. Un homme, ça doit pouvoir pleurer, ça doit pouvoir ouvrir ses émotions, etc. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec cette vision-là. Pour moi, un homme, il doit savoir contrôler ses émotions. Ça veut pas dire qu'il peut pas en ressentir, mais ça veut dire que la femme, elle a besoin de faire confiance à cet homme-là, de se dire quand elle-même, elle flanche, quand elle-même, elle est un peu perdue, eh bien... il y a quelqu'un de solide sur lequel elle peut s'appuyer et qui ne va pas s'effondrer quand elle va poser le coude sur son épaule. Et c'est le besoin profond de la femme, c'est celui-là, c'est la confiance. Et en fait, un homme, il a le droit, bien sûr, d'avoir des émotions et une sensibilité. Mais en fait, c'est là où tout est la subtilité, c'est d'exprimer ses émotions à un moment où, justement, le foyer n'est pas vulnérable. Comment dire, à des moments où la femme n'a pas ce besoin absolu de sentir que son homme est un roc sur lequel elle peut s'appuyer. Dans des moments de véritable difficulté, l'homme, il doit se ressaisir et être solide. Et après, quand la tempête est passée, effectivement, là, on peut s'ouvrir et bon, le danger est écarté et on peut laisser cette sensibilité, ces émotions s'exprimer. Mais c'est ce contrôle de ces émotions-là que la femme recherche fondamentalement et pour lequel, si un homme faillit à cela, elle peut malheureusement très vite le mépriser. Tu parles d'idéal, justement, de temps, de durée, etc. Moi, j'ai une question un peu plus personnelle qui est que, dans le fond, le milieu dans lequel c'est le plus difficile de trouver la bonne personne, d'être également une bonne personne, de construire un couple, de construire une famille, c'est le monde médiatico-politique. Pourquoi, dans ce cas-là, en termes personnels, tu t'es pas dit... finalement, si je veux penser à moi, si je veux être en adéquation totale avec cet idéal, je ne rejetterai pas tout cela. D'une certaine façon, tu vas critiquer les rencontres en ligne, mais toi, tes conseils sont faits en ligne.
De facto, ça doit créer des gens qui en discutent, qui créent des relations aussi en ligne, etc. Comment, en termes personnels, parce qu'en fait, c'est un aspect, ça peut paraître très volage de poser la question personnelle. Souvent, on dit ça. Je sais que certains qui vantent l'idéal masculin aujourd'hui se font parfois critiquer parce qu'ils ont 35 ans, ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas d'enfants, etc. Mais malgré tout, c'est une question que les gens peuvent se dire. Parce qu'ils se mettent à la place de la personne qui leur donne des conseils, ils peuvent se dire, mais comment c'est vécu, etc. Comment toi, tu vois les choses comme ça d'un point de vue personnel ? Alors, il y a beaucoup de choses. Je fais exprès de noyer, comme ça tu choisis sur quel axe aller. C'est ma sensibilité, ça. Alors déjà, moi, j'étais pas partie à la base pour avoir une vie en politique. Moi, au tout début, avant même de militer, je voulais être professeur d'anglais. Donc, je me destinais pas du tout à une vie publique. Ça m'est un peu tombé dessus, mais avec les actions de génération universitaire, notamment celle en juin 2020 face au comité Adama sur un toit parisien, où les médias s'étaient intéressés à ma modeste personne parmi les 14 militants qui étaient présents, parce que bon, j'étais la seule fille qu'ils avaient vue. Mais c'était pas quelque chose que j'avais prévu. Et même d'ailleurs, à l'époque, je n'imaginais pas en vivre un jour. Donc en fait, c'est les différentes étapes de la vie qui ont fait que j'en suis là aujourd'hui. Après, moi, je pense qu'il faut prendre un petit peu le destin comme il vient. Si l'occasion s'est présentée, que j'en vienne à avoir ce métier-là, que j'aurais jamais imaginé, et que j'en vive, et qu'en fait, je puisse aider des gens autour de moi, eh bien, je pense que ce serait en fait égoïste d'abandonner ce rôle-là, si jamais certaines personnes me l'ont donné. Après, pour ce qui est des relations hommes-femmes, je me suis positionnée dessus et il y a eu une réponse en fait des gens qui me suivaient de me dire ça nous intéresse ce que tu dis, continue là-dessus. Mais effectivement, c'est moi qui ai pris l'initiative au départ de parler de ça, effectivement. Mais si jamais ça n'avait rencontré aucun succès et s'il n'y avait eu aucun retour positif, je m'en serais arrêtée là. Moi, je réfléchis toujours en termes d'efficacité, où est-ce que je peux être la plus utile possible. Et il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai la conviction que je suis la plus utile dans ce combat-là. Quitte à ce que ça empiète sur ta vie personnelle. Quitte à ce que ça empiète sur ma vie personnelle. Je pense à ce matin, le chanteur Vianney sur France Inter a expliqué pourquoi il avait arrêté ses tournées en disant « je veux m'occuper de mon enfant ». Je dis ça parce qu'encore une fois, à droite, il y a énormément de personnes, j'ai envie de dire, moi le premier, qui en fait sont engagés, ça leur prend énormément de temps. Et les autres leur disent, mais vous avez qu'à vous marier, faire des enfants, etc. Machin. Comment tu vis ça ? Ou est-ce que tout simplement tu ne le vis pas du tout comme un paradoxe ? Parce que tu te dis que en fait, tu vis ton engagement, c'est la même chose, qu'il y a du temps envers tout. Alors moi, je dis ça parce que moi j'ai des amies filles qui, à 19 ans étaient mariées, elles ont déjà 5 enfants, elles ont mon âge, voilà. Et elles vivent pleinement ce que tu leur recommandes. Ah mais c'est génial, c'est génial. Tout à fait. Mais alors déjà, il y a deux choses. C'est que ces filles-là n'ont pas la vie que j'ai moi. Donc je pense que les gens se rendent pas compte de l'autre côté de la barrière comment ça se passe vraiment et que c'est loin d'être facile. Moi, je suis pas du genre à me plaindre. D'ailleurs, je ne parle jamais de moi. Donc je vais pas le faire. Je vais pas le faire aujourd'hui, mais simplement qu'il y a des choses, je pense, qu'on ne peut pas concevoir quand on ne le vit pas. De toutes les répercussions que ça a dans notre vie d'avoir ce type d'activité, d'avoir une vie publique. On se protège plus peut-être par rapport aux autres ? On se protège plus par rapport aux autres. Les gens peuvent se dire qu'en fait, il y a un côté très... On en parle parce qu'en fait, il faut éduquer j'ai envie de dire le grand public, mais il faut aussi éduquer l'élite politique médiatique aussi, les militants, les engagés, etc. Les gens peuvent se dire, quand on a de l'exposition, on a plus de choix, on voit plus de monde, on a plus d'opportunités. Est-ce qu'en fait, non, on se protège beaucoup plus ? Après, je dirais que ça dépend aussi des caractères. En tout cas, moi, c'est pas du tout mon cas pour moi. Après, moi, je vois en tout cas pas de... Enfin, c'est même pas que j'en vois pas, c'est qu'il n'y a pas de paradoxe entre ma vie personnelle et ce que je dis. Moi, je tâche de m'appliquer le plus possible à être proche de la vision que je défends. Si aujourd'hui j'ai pas d'enfant et que je ne suis pas mariée, c'est pas un choix personnel, c'est simplement que j'attends la bonne personne avec qui fonder ce foyer-là, simplement. Après, le jour où je me marie, où on me demande en mariage, je dis oui, et puis voilà. Donc et s'il te demandait de tout arrêter, ton engagement, est-ce que tu le ferais ?
Oui, je pense. Je pense, mais il faudrait qu'il y ait un vrai, que ça ait un vrai impact négatif sur ma famille. Mais je pense que l'homme que je choisirais, à la fois comprendra que j'ai une utilité dans ce que je fais, ou en tout cas que mon activité a une utilité. Déjà, non seulement elle me fait vivre, mais je pense qu'elle est utile. Si vraiment ça porte vraiment préjudice à ma famille, moi je suis tout à fait prête à arrêter. Je pense même que je serais plus heureuse le jour où j'arrêterai. Mais aujourd'hui, il se trouve que je suis pas dans cette position-là, que je pense que j'ai un rôle à jouer, que tant que je l'ai entre les mains, il faut que je le joue. Et que ce serait plus égoïste qu'autre chose que de se dire « Ah mais finalement, ça m'apporte trop de complications dans ma vie, j'arrête, débrouillez-vous sans moi ». Moi, je pense que j'en suis pas là pour rien, c'est pas un hasard que j'ai eu de la chance, mais il y a eu aussi une petite part de destin, je pense, qui a pris son rôle et qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Après, il n'y a pas que des aspects positifs, il y a des aspects négatifs, mais non, voilà, simplement... comme tout le monde, de toute façon, la vie, elle est faite de choses qu'on ne peut pas toujours prévoir, quoi. Et est-ce que, d'un point de vue, parce que tout le monde est toujours mu par des choses personnelles, d'ailleurs c'est intéressant parce que quand tu portes des sujets, on voit souvent des gens qui peuvent soit en public, soit en privé, pour une fois s'exprimer naturellement, en fait, et sortir parce que ça les touche. Et certains vont dire, oui, mais elle n'a pas vécu ce que j'ai vécu, moi j'ai des parents divorcés, etc. Voilà. Est-ce que toi, sans rentrer le détail parce que j'ai déjà posé beaucoup de questions personnelles, je pense que c'est mon rôle, est-ce qu'aussi, de facto, tu as eu un environnement familial qui t'a permis d'avoir ce type d'idées? Est-ce qu'elles viennent depuis toujours? Ou est-ce que tu fais partie de ceux il y en a énormément aujourd'hui à droite, sont des nouveaux convertis depuis 1 ou 2 ans? Non, moi j'ai eu beaucoup de chance à ce sujet-là. J'ai eu un environnement familial qui... Chacun, voilà, c'est comment dire, personne ne... Comment dire, attends, je refais. Non, effectivement, moi j'ai eu une éducation, on va dire, qui était très genrée, puisque les garçons, ils aidaient aux travaux, mon papa dehors. De frères? J'ai 3 frères et j'ai 5 sœurs. Je suis la 4e de la famille. Et les 3 au-dessus, c'était des garçons, des filles? J'ai 2 sœurs, un frère, moi, 2 sœurs, 2 frères, une sœur. Ouais, quand même. Et donc, oui, moi je suis d'une famille catholique traditionnelle, une éducation à l'ancienne, traditionnelle. Tu pratiques toujours autant Oui. Là-dessus, j'ai vraiment eu de la chance. Je pense que ça a été une vraie richesse que mes parents m'ont offert. Je dis ça parce que c'est rare, parce que les familles catholiques traditionnelles ont tendance à ne pas pousser à l'engagement de leurs enfants, leur disant attention, ne va pas trop dans le monde, etc. C'est vrai. C'est très rare. Beaucoup de gens disent que fait la génération Manif pour tous. Moi, quand on me pose la question, les journalistes me le demandent, parce que moi, j'ai commencé à m'engager à ce moment-là, je leur dis ils se sont mariés, en fait. Et il y en a très peu qui ont continué à s'engager comme toi. Alors, en fait, mes parents n'ont jamais mis un pied dans le monde politique et militant. Au début, ils étaient très frileux concernant mon engagement. Quand j'ai commencé à être médiatisée, déjà avant la médiatisation, mes parents étaient assez inquiets parce que j'avais déjà fait plusieurs gardes à vue et c'est peu de dire que c'était extrêmement tendu comme climat à la maison et qu'il y a eu pas mal de frictions familiales à ce sujet-là. Pardon, j'ai touché le micro. Ça n'a pas été évident du tout. Il y a même eu un moment où c'est même pas parlé, c'était tendu. Mais en fait, ils s'inquiétaient surtout pour mon avenir aussi, puisqu'ils se disaient « Mais qu'est-ce qu'elle fait, Thaïs? Elle fait n'importe quoi. Elle est en train de se gâcher son avenir. Elle va jamais être embauchée nulle part. Elle a fichu ses études en l'air. C'est complètement irresponsable. » Et puis, en fait, moi, je voulais leur montrer que c'était pas un caprice et c'était pas une sorte de passade où je faisais ma crise d'ado temporaire et où le militantisme, c'était mon échappatoire face à la famille, pas du tout. Et en fait, finalement, la durée de mon engagement a parlé pour moi et le sérieux de mon engagement, c'est qu'ils se sont rendus compte au final que j'étais toujours là, que j'étais toujours aussi motivée. En plus, il se trouve qu'aujourd'hui, j'en vis et il faut quand même dire aussi que ça a particulièrement rassuré mes parents,
qui s'inquiétaient pour moi. Et puis, mes parents ont toujours partagé mes idées, c'est simplement voilà, qu'ils s'inquiétaient pour leur fille, et je le comprends parfaitement parce que je leur en ai fait voir des vertes et des pas mûres. Quand ils n'ont pas de nouvelles de moi pendant un week-end, et puis papa allume la télé et il voit sa fille sur un toit, dans les infos, toutes les chaînes d'infos. J'imagine, avec les gens qui vous insultent, et après, 3 jours après, la presse qui dit que tu levais le bras. C'est ça, et c'est vrai que sur le moment, mes parents étaient complètement apeurés. Et puis au final. Et est-ce que quand tu rentres, là tu rentres à Noël, est-ce que tes sœurs sont tétanisées parce qu'elles se disent que en fait tu vas les juger, tu vas vérifier qu'elles ont des bonnes relations? Est-ce que c'est la police? J'ai pas du tout à m'en faire pour ma famille. C'est des gens, enfin c'est mes frères et sœurs, j'en suis très fière, c'est ma fierté. Ils sont merveilleux. J'ai une super famille, j'ai des super parents. Non franchement. Mes sœurs, je me fais aucun souci pour elles. Elles sont vraiment droites dans leurs bottes. Mes frères, pareil. Non, j'ai vraiment beaucoup de chance. C'est vraiment des modèles, je trouve. En tout cas, le jour où j'aurai des enfants, j'espère qu'ils seront comme mes frères et sœurs parce qu'ils sont vraiment solides, quoi. Ils sont solides dans leurs idées, ils sont solides dans leur vie personnelle. Quand je vois, en fait, même les jeunes malheureusement, les jeunes de la génération Z ou même la génération Alpha, il me semble, la suivante, qui sont tous accros aux réseaux sociaux, qui ont des préoccupations qui ne devraient pas être celles de gens de leur âge. Oui, c'est pas forcément... J'ai rien contre les jeux vidéo en soi, mais dans l'excès, évidemment, c'est mauvais. Et en fait, mes frères et sœurs, mes frères, ils sont passionnés d'escalade, ils font des randonnées tous les week-ends. C'est des garçons qui sont très sains. Et j'ai des sœurs qui sont très saines aussi. Donc, non, de ce point de vue-là, il n'y a vraiment pas de problème. Non, la blague, c'est surtout qu'ils me disent on côtoie une célébrité, etc. Mais honnêtement, ça a vraiment rien changé dans l'ambiance familiale. Alors, encore une fois, à un moment donné, c'était un peu tendu, puis au final, tout est rentré dans l'ordre. Maintenant, ils me font confiance. Mon papa, il regarde toutes mes vidéos, il les commente. On va regarder on va trouver son pseudo. Il a un pseudo ou... Non, je crois pas qu'il a ton pseudo. Regardez. Est-ce que tu as gardé des bonnes relations avec toutes tes amies, etc. Ou est-ce que, en fait, ça me permet d'aller sur une autre partie un peu de mes questions, qui est à la fois des relations, des amitiés hommes-femmes, mais aussi des amitiés femmes-femmes. Et donc, d'un côté, est-ce que tu avais beaucoup d'amies filles, et est-ce que tu les as gardées là-dessus, ou est-ce que ça crée... Parce qu'on sait que les femmes se comparent, on sait que les femmes, elles pensent toujours que l'autre va les juger, etc. Il y a de la jalousie. Et de l'autre côté, est-ce que, en fait, tu crois dans la possibilité d'avoir des amis, des amitiés garçon-fille? Alors, j'ai fait une vidéo entière dédiée à la question de l'amitié homme-femme. En tout cas, en fait, je pense que l'amitié homme-femme n'existe que temporairement, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'homme ait la possibilité de se rapprocher davantage de la fille, et donc, évidemment, il s'engouffre dans la brèche, et à ce moment-là, l'amitié est brisée, donc ça n'a jamais vraiment été une amitié. Je pense que la notion d'amitié, déjà, des hommes et celle des femmes, elle n'est pas la même, on n'a pas la même conception. Est-ce que ça ne dépend pas des femmes ? Il y a des femmes, on en connaît, en fait, elles ont plein de potes, et en fait, il n'y a jamais rien d'ambigu. Ça dépend aussi de le type de catégorie. Tout à l'heure, je pensais à la femme, c'est pas du tout insultant, je pensais à la femme qui est pas très jolie, pas très et tout. C'est la bonne pote. Oui, bien sûr. Parce mais qu'elle du coup, n'est pas attirante. Oui, exactement. Mais bon, ça reste une femme. Oui, mais en fait... c'est toujours les filles jolies qui disent que l'amitié garçon-fille est impossible. Et souvent, les autres filles prennent les choses mal. Et on a du mal à leur expliquer qu'elles le prennent mal, mais ça ne les concerne pas parce que... Oui, parce qu'en fait aussi, elles vont prendre mal le fait qu'on leur explique que si jamais elles ont des amis hommes qui n'ont rien tenté, c'est parce que simplement, elles ne les attirent pas. Et en fait, dire cette réalité-là, ça fait un peu mal, et donc on en prend un peu dans l'ego. Mais moi, je pense que, de manière générale, les femmes devraient davantage cultiver leurs amitiés féminines que leurs amitiés masculines, et inversement, les hommes, leur amitié masculine. Et c'est ce que tu fais ? Et c'est ce que je fais. Et c'est là où aussi, comment dire,
je disais que je tâchais d'être le plus proche possible de mes idées, en tout cas de coller à ce que je dis. Parce que sinon c'était beaucoup d'hommes. Oui, mais justement, parce que Peut-être qu'ils faisaient peur à tes parents, qui se disaient au milieu de groupes d'hommes musclés qui vont faire des actions, finir en GAV. Non, mais justement, pour venir à ça, moi j'ai effectivement une période où j'étais plus jeune, entre mes 18 et mes 21 ans. Tout le temps un peu du militantisme, mais c'est vrai que en traînant dans un groupe militant où il y avait beaucoup plus de garçons, je me suis plus liée d'amitié ou de sympathie avec des garçons. Il n'y avait pas beaucoup de filles, donc déjà simplement j'avais même pas le choix parce qu'il n'y avait pas beaucoup de filles. Mais après c'est vrai aussi que à un certain moment donné, je sentais que j'étais un peu dans une compétition où je voulais être aussi courageuse qu'eux, faire autant d'actions qu'eux, et que je voulais limite être un garçon moi-même. Et c'est vrai qu'avec le temps, je me suis un peu même réconciliée. J'ai jamais été vraiment complexée, traumatisée à l'idée d'être une femme. Mais c'est vrai que cette vision un peu féminine, je l'avais pas assez développée, et je m'en suis aussi rendu compte avec le temps de me dire, mais en fait, j'étais trop dans la compétition à vouloir prouver que je pouvais faire autant de choses qu'eux, alors que finalement, on n'est simplement pas pareil et on sait pas ce qu'on attend de moi. Donc ça, c'est aussi des choses dont je me suis rendu compte après coup. Et justement, c'est aussi cette petite expérience que j'essaie de donner des conseils. En fait, les conseils que je donne, c'est les mêmes conseils que je donne à ma petite sœur qui a 21 ans, ou que je donnerais à des amis. J'ai des amis à qui je donne les mêmes conseils. Après, certaines les prennent mal, certaines ne peuvent pas l'entendre, ou certaines les entendent, en fait. Et t'es bien obligé aussi, même sur les réseaux sociaux, d'être clivante. C'est à un moment donné, il faut jouer le jeu du... Oui, alors... ça veut pas dire être faux, ça veut pas dire être... ça. Voilà, ça veut dire faire passer un message. En fait, quand on était à Génération Identité, on faisait des actions d'agit-prop pour attirer l'attention médiatique sur T'as pas parlé en 140 caractères depuis 1h30, par exemple. C'est plus, plus pédagogique. Mais oui, mais en fait, c'est aussi un moyen de mettre sur le devant de la scène des thématiques qu'on veut imposer dans le débat public. C'est comme ce qu'on faisait à Génération Identitaire avec les actions banderoles, sauf que moi je le fais avec des tweets ou des vidéos. C'est un peu le même principe en soi. Mais pour prendre un exemple, des tweets qui avait provoqué le plus de controverses, c'était un tweet sur le divorce où je disais que... Bien sûr, parce que ça touchait les gens. Oui. Où je disais que j'étais favorable au fait de rendre le divorce plus difficile d'accès aux parents qui ont des enfants mineurs, sauf faute grave, bien entendu, parce que j'estime que les sentiments personnels très changeants des parents étaient moins importants que l'équilibre psychique et la santé mentale des enfants dont ils ont la responsabilité. Bon, pour ça a créé 6 millions de personnes ont été atteintes par ce message-là, à tel point que TPMP, on a même fait une émission le soir ou le surlendemain. Donc, effectivement, le fait peut-être de raccourcir et de simplifier mes positions, ça ne me donne pas l'occasion de les développer davantage, et ça a créé certainement plus de remous. Après, je pense toujours autant ce que je dis, que ce soit en 140 caractères ou en 350, simplement je n'ai pas effectivement l'occasion de développer et d'expliquer complètement. Mais pour le coup, sur ce coup du divorce, moi j'ai pas dit que j'étais pour l'interdiction du divorce. Et évidemment qu'il y a dans certains cas bien particuliers, le divorce c'est la seule issue. Sauf que ce que je souhaite, c'est la mise en place aussi d'une politique pro-famille. Donc le fait de rendre l'accès au divorce un peu plus difficile permettrait aussi à des couples de se poser la question, est-ce que nos problèmes sont si irrésolvables que ça, ou est-ce que on peut pas chacun y mettre un peu du sien, et tout ça pour le bien de l'enfant, parce qu'au final c'est toujours l'enfant qui trime. C'est qu'en fait aujourd'hui, on le sait, les femmes sont plus émotionnelles que les hommes, et les divorces sont initiés à 75% par les femmes. Et moi j'ai trop vu et entendu de témoignages de femmes qui, sur un coup de tête, parce qu'elles ont eu une amourette, parce qu'elles ont une crise de la quarantaine et qu'elles veulent revivre leurs 20 ans, parce que tel groupe de copines quarantenaires divorcées leur ont mis dans la tête qu'elles seraient plus heureuses sans mari qu'avec, sur un coup de tête, quittent mari et enfant en faisant fi de toute responsabilité de mère de famille, et en estimant que mon bonheur personnel passe avant l'équilibre familial.
Et Oui, pour tu moi, parlais de ça, pas de celles qui se font violenter, non, évidemment, tabasser. bien sûr, c'est pour ça que j'avais précisé sauf faute grave. Et l'extrême majorité des divorces aujourd'hui, il faut pas se leurrer, c'est ça, c'est pas des femmes qui se font maltraiter, battre et qui partent et qui ont le raison de partir. Et en fait, qu'est-ce que c'est une femme vraiment traditionnelle? Parce que être traditionnelle, c'est pas juste être de droite et catholique, comme on disait, parce que ce serait peut-être un peu facile. Être une femme traditionnelle aussi, c'est comprendre que on a une responsabilité qui s'inscrit dans quelque chose de plus grand, qui en l'occurrence est notre rôle de mère de famille, et donc de cet équilibre familial dont on est responsable quand on est une femme. L'homme, il a son rôle de leader, de décisionnaire, et la femme, elle veille un peu à l'équilibre entre les... C'est un liant, la femme, c'est le lien affectif entre les mêmes membres d'une famille. Entre les membres d'une même famille, pardon. Et donc, une femme traditionnelle, c'est celle qui comprend que, voilà, elle a un rôle à jouer et que son petit bonheur égoïste qui, en fait, change beaucoup en fonction, parce que parfois son mari nous saoule un peu, et puis parfois, finalement, ça se passe mieux, et puis parfois, il y a des bas, il y a des hauts, et c'est comme ça dans tous les couples, et c'est pas toujours tout rose. Et bien, comprendre que dans les moments où ça va être un peu difficile, eh bien, il faut tenir coûte que coûte, parce que on a une mission qui est d'élever des enfants dans un équilibre familial sain. Et combien de nos grands-mères, peut-être, avaient un mariage qui n'était pas toujours facile, mais sont restées parce que, en fait, quand on était pour leurs petits-enfants, pour leurs enfants. Parce que l'amour, c'est un choix aussi. Parce que l'amour, c'est un choix, exactement, et le bonheur aussi, je pense que c'est un choix. Si on se convainc toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, effectivement, on en devient persuadé et on claque tout, et on fait tout voler en l'air pour aller voir ailleurs. Mais je pense que si aussi on se convainc, et je pense que c'est la meilleure solution, que notre choix d'avoir épousé telle personne a été le bon, et qu'en fait, il a peut-être des mauvais côtés, mais il a aussi des bons côtés, et on trouverait quelqu'un d'autre, il aurait aussi ses défauts. Et finalement, ce qu'on construit, c'est plus beau, et c'est plus grand, et c'est plus important que comment je me sens à l'instant T. Eh bien, si on a compris ça, je pense qu'on détient aussi une des clés un peu du bonheur dans la vie, d'avoir justement cet idéal-là, de réaliser quelque chose de plus grand que soi. Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qu'on apprécie chez nous, parce qu'elle a écrit dans un dernier magazine, qui se positionne beaucoup contre l'islamisme et qui souvent te retweet en disant « Ouma d'Escuffon », c'est-à-dire Florence Bergeau-Blacler, qui va dire que dans le fond, tu as une vision d'islamiste par rapport à ta vision de la femme. Alors j'ai effectivement vu pas mal de personnes me dire que j'avais une vision islamiste des rapports hommes-femmes simplement parce que je prônais l'inégalité. Alors t'es pas venue en voile et on t'a pas demandé d'enlever la burqa, je précise. Tout simplement parce que je prônais l'inégalité de comportement entre les hommes et les femmes, mais encore une fois, on est tous d'accord pour dire que nous sommes inégaux, mais donc ça se traduit comment ? Ça se traduit comme ça aussi, et c'est vrai qu'il n'y a pas d'aboutissement de notre pensée parfois, et en fait il y a une certaine forme je dirais pas d'hypocrisie, parce que je pense que ce n'est pas forcément conscient, mais il y a quelque chose d'inabouti en fait. Et moi, je souhaite aller au bout des choses et un petit peu brusquer parfois un peu tout le monde. Mais oui, non, mais en fait, ça n'a... En fait, je trouve ça idiot parce que c'est des gens qui, du coup, de droite, rêveraient tous souvent d'avoir connu la France de leurs grands-parents. Sauf que la France de leurs grands-parents, il y a 50 ans, elle était d'accord avec moi. Elle n'était pas d'accord avec eux. Donc, est-ce que papy était islamiste parce que parce que mamie n'allait pas en boîte tous les samedis soirs et parce qu'elle n'avait pas enchaîné les partenaires sexuels avant de rencontrer grand-père ? Non, c'est ridicule en fait. La France de nos grands-parents, elle était celle que je décris au niveau des relations hommes-femmes, et c'est aussi ça qui faisait qu'elle était aussi solide. Et donc, en fait, si vous pensez que l'islam a le monopole de l'opposition à l'idéologie progressiste et féministe, le plus simple est encore d'aller en Afghanistan. Je considère pour ma part qu'il faut arrêter de se croire pris dans une tenaille entre il faut forcément être féministe progressiste ou alors islamiste. Il faut être Caroline Forrest ou Tariq Ramadan. C'est ça. Et en fait, moi, je refuse de me plier à cette injonction-là. Moi, je ne suis pas féministe. Je ne suis évidemment pas islamiste. Moi, je suis identitaire. Et en tant qu'identitaire, je défends la civilisation européenne dans tous ses aspects. Et ça comporte aussi cette vision des rapports hommes-femmes, monogames, du modèle traditionnel. Que je défends et qui a aussi été le ciment de notre civilisation. Donc il n'y a aucune contradiction là-dedans, et c'est simplement la malheureuse preuve que même des gens de droite peuvent être contaminés par cette vision féministe des rapports hommes-femmes.
Quelles sont tes actualités à venir, les projets, tout ce qui vient? Alors, mes projets à venir, je travaille depuis plusieurs mois sur quelque chose de plutôt ambitieux qui souhaite justement continuer de donner des clés et des solutions concrètes aux hommes qui m'écoutent et qui cherchent à trouver une partenaire de valeur pour fonder une famille. Maintenant, c'est quelque chose qui malheureusement prend un peu plus de temps que je ne l'aurais imaginé. J'en avais parlé dans une vidéo en septembre, mais ça n'aura pas lieu encore avant quelques mois, donc je ne veux pas en dire beaucoup plus. Mais je souhaite à l'avenir donner le maximum de chance à des hommes un peu perdus, de s'extraire de leur situation, d'être heureux dans ce monde moderne dans lequel nous vivons, parce que de retour dans le passé, il n'y aura pas. Mais je pense que en fait, la société moderne, soit on la subit, soit on triomphe d'elle, et si on la domine, je pense qu'on peut être très heureux dans le monde qui est le nôtre, justement en s'intéressant à la psychologie féminine, à la psychologie masculine, en utilisant les outils qui sont à notre disposition pour améliorer sa situation physique, financière et tout ce qui s'ensuit. Et c'était... qui avait dit cette phrase, vous allez peut-être m'aider, que j'avais trouvé très juste, que l'époque moderne veut des cerveaux atrophiés et des corps fatigués. Et ceux qui résisteront à cela seront les maîtres du monde. Et je ne sais plus qui a dit cette phrase, mais je suis parfaitement d'accord avec elle. Je me demande si c'est pas Julien Rochdy, mais je suis... On regardera, on le peut-être mettra justement dans L'amour et la guerre, je crois. Et voilà, et je pense que en fait, le destin des hommes de cette solitude masculine n'est pas une fatalité. On peut la combattre, on peut s'en sortir. Et ce que je souhaite faire, c'est aider ces hommes-là et participer à mon niveau à un renouveau de notre civilisation. Quand on parle à des hommes, souvent, et on va terminer là-dessus, ils nous expliquent aussi comment ils fonctionnent au quotidien. C'est-à-dire, ils vont dire, moi, je pense que j'arrive à dire ça parce que je vais faire du sport, parce que je vais faire telle chose, etc. Toi, ton quotidien, finalement, comment tu travailles, comment tu essayes aussi de ne pas tourner en rond, comment tu essaies de challenger, ça fonctionne comment aujourd'hui? Une journée type? Ouais, c'est un peu emmerdant de parler de journée type, mais c'est-à-dire, quelle est ta façon de fonctionner pour ton travail, pour essayer de proposer de nouvelles idées, etc. Je m'inspire de différentes choses déjà. J'essaie d'apporter une vision. Alors, effectivement, je redis parfois des choses qui ont déjà été dites, mais en fait, j'essaie d'apporter ma petite touche à moi en reliant toutes ces inspirations en une vision qui lie un petit peu toutes ces inspirations-là, que ce soit du contenu un peu américain, Red Pill, que je peux consommer. Parfois, ouais. Parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes et tout n'est pas à jeter. Je fais mon petit tri. Ouais, tu me fais flipper tous les jours. Là-dedans, dans la psychologie évolutionniste également, parce que beaucoup de choses s'imbriquent entre les deux. Dans mon éducation traditionnelle à moi, et donc ma vision, par exemple, par exemple un truc sur lequel je suis pas d'accord, une différence de un point de vue, une contradiction, une opposition, une nuance. Ouais, une opposition, bon, c'est ça. Donc par exemple, une opposition que j'aurais avec le milieu Red Pill, c'est qu'ils sont plutôt, ils disent qu'aujourd'hui le mariage, ils sont plutôt anti-mariage, pour des raisons que je comprends, que la loi n'est pas que la loi est contre les hommes, que le divorce sans faute ruine les hommes, que les femmes modernes sont trop instables pour inciter des hommes à se marier encore aujourd'hui. Bon, eh bien, moi ce que je dis, c'est que il faut continuer de défendre le mariage, mais pour des hommes de valeur, avec des femmes de valeur, et que le mariage comporte toujours une prise de risque et qu'effectivement, on ne sera jamais sûr que sa femme, peut-être, n'est pas partie aller voir ailleurs, ou que, du côté de la femme, que son mari est toujours digne de confiance, etc. De toute façon, l'amour, c'est toujours empli de tensions, c'est toujours des risques à prendre d'un côté ou de l'autre. Mais je pense que, dans un contexte où on est devenu un homme de valeur et on a trouvé un partenaire de valeur, le mariage, c'est un ciment de notre civilisation. Donc ça, par exemple, c'est un positionnement que j'ai, qu'ils n'ont pas, et il y en a d'autres comme ça. Mais j'ai mes petites inspirations de ci, de là,
Et c'est comme ça que je fonctionne. Donc j'écoute des conférences, je lis des livres. Tu critiquais les femmes qui font trop de sport. Est-ce que toi-même tu fais un peu de sport? Bien sûr, je vais à la salle 5 fois par semaine. Hein. C'est simplement que moi je n'ai pas pour objectif de ressembler à un homme. Je ne vois pas. En fait, là aussi, ça c'est aussi quelque chose d'important. Après, je ne vais pas partir sur autre chose, mais je pense que si énormément de femmes aujourd'hui deviennent de plus en plus musclées à un point d'adopter une musculature d'homme, hein, je suis navrée de le dire, mais c'est le cas, c'est parce que justement, elles n'ont plus confiance dans les hommes de leur entourage pour les protéger. Je pense, donc elles se disent, c'est un petit peu l'aboutissement ultime de la logique féministe de j'ai pas besoin des hommes. J'ai pas besoin des hommes pour avoir de l'argent, j'ai pas besoin des hommes même pour avoir un enfant maintenant. On voit Mila qui se fait de la muscu tous les soirs, qui avait été qui est cette jeune fille lesbienne qui aujourd'hui est attaquée par les islamistes, par des Tchétchènes, etc. Et aujourd'hui, elle fait de la salle, c'est devenu une machine. Je pense que oui, elle a certainement cette envie d'être capable de se protéger elle-même après toutes ces attaques qu'elle a subies. Donc voilà, j'ai pas besoin d'un homme pour avoir de l'argent, pour avoir un enfant et pour me protéger finalement. Donc je vais devenir un homme. Et moi, ce que je trouve malheureux, parce que comme si finalement l'idéal ultime à atteindre pour une femme, c'était d'être un homme. Et ce que je trouve vraiment dommage, non seulement dommage, c'est triste. Et il faut qu'il y ait une place pour une féminité saine et positive et pour une masculinité à sa place et qu'on ne vienne pas toujours vouloir concurrencer les hommes sur leur terrain. Moi, je fais du sport, mais je vais faire du sport un peu féminin ou en tout cas avec des objectifs qui ne vont pas être de pouvoir soulever autant de poids qu'un homme de ma taille. Parce que je ne suis pas un homme, je ne le serai jamais et je pourrais faire autant de sport que je voudrais. Un homme sera toujours meilleur que moi physiquement. Et c'est pas grave. Je m'en remettrai. Pour conclure, ma dernière question, c'est... J'ai failli demander quel est ton conseil un peu pour les jeunes, etc., mais c'est trop large. Dans le fond, je reviendrai sur ta critique des applications de rencontres. Aujourd'hui, un jeune qui veut rencontrer une jeune femme, qui veut se donner une chance, où est-ce qu'il doit aller en fait? C'est-à-dire même de droite, c'est-à-dire c'est pas un conseil général, parce qu'à un moment donné, tu peux pas conseiller les 30 millions d'hommes aujourd'hui en France. Le jeune de droite aujourd'hui, où est-ce qu'il doit aller pour justement essayer de rencontrer la bonne personne? Moi, je pense que si je ressortais le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, le deuxième moyen par lequel les couples se rencontrent encore aujourd'hui, c'est les bars et les restaurants. Ça peut être un exemple d'endroit où on peut aborder des femmes qui ne soient pas trop difficiles pour un homme aujourd'hui. Ou même, par exemple, on peut aborder une fille dans le train. Dans le train, on va se retrouver 2 heures, 3 heures à faire le même trajet. On a déjà des points communs, on va au même endroit. On vient du même endroit. Le prétexte, je pense, pour aborder la conversation est facile. Personne ne va regarder une série. « Tiens, qu'est-ce que tu regardes comme série? J'aime bien cette série, etc. » En fait, je pense qu'il y a plein de petites situations du quotidien comme ça où en fait, on peut trouver des prétextes tout à fait naturel d'aborder une femme sans que ce soit Alors t'es ouverte parce que moi en tant qu'homme j'aurais peur d'être attaqué pour harcèlement sexuel. Aujourd'hui les hommes dans le train, dans le métro, ils font de moins en moins de choses. Dans le train, dans le métro ou dans la rue, malheureusement, c'est vrai que les femmes sont sur le qui-vive parce que c'est systématiquement des Africains et des Maghrébins qui vont les aborder et c'est rarement très agréable. Maintenant, il y a tout un tas d'autres situations dans lesquelles je pense un homme peut véritablement se démarquer et c'est là où il peut faire marcher ses autres qualités qui, par exemple, ne lui sont pas d'une grande utilité sur Tinder où c'est que le physique. Si vous avez un peu de la conversation, vous avez du charme, vous êtes amusant, vous allez faire une petite blague, une petite réflexion et comme nous les femmes, on a un imaginaire qui est beaucoup plus fourni que celui des hommes, on va plus facilement, on va se souvenir de vous beaucoup plus, même par cette conversation, et on va peut-être broder tout un imaginaire autour de ça en se disant c'était le destin, qu'on ait pris le train ce même jour, et puis ça va permettre aussi de s'attacher encore plus à cet homme-là parce qu'il y a tous ces petits détails que nous on va connecter dans notre tête et on va se forger tout un roman autour de cet homme-là qu'on a rencontré un jour dans le train ou dans un bar. Donc je pense que les hommes déjà qui ont compris que les applications de rencontres c'était vraiment pas la meilleure chose à faire. Ont un coup d'avance s'ils commencent à aborder des femmes dans la rue, qui d'ailleurs aujourd'hui les femmes se plaignent qu'elles ne sont plus abordées correctement, que ce soit au travail où elles ont du mal à s'intégrer dans des milieux très masculins. Les hommes les fuient parce qu'ils ont peur de se faire traiter
sexistes, harceleurs, etc., de machos, ce que je voulais. Et il y a énormément de femmes qui déplorent le fait que les hommes ne les abordent plus. Je pense que si c'est fait correctement et de manière élégante, subtile, amusante, je suis convaincue que le taux de réussite peut être très élevé. Maintenant, pour le faire correctement, pour savoir tenir une conversation, pour une fois avoir séduit la fille, la garder auprès de soi, eh bien, il faut connaître la psychologie féminine. Donc, abonnez-vous, j'ai envie de dire, et j'essaie de donner le maximum de conseils dans ce sens. Mais oui, je pense qu'il faut arrêter de chercher la femme parfaite, parce que la femme parfaite n'existe pas. Et la femme parfaite, elle n'est pas forcément de droite ou catho, etc. Le gros avantage que les hommes ont sur les femmes, c'est que les femmes sont très influençables. Elles sont très malléables. En fait, la majorité des femmes, ça va être un peu tabou de dire ça, hein, mais la majorité des femmes n'ont pas de personnalité. C'est-à-dire qu'elles sont très malléables, elles sont très... les tendances de mode ont beaucoup de prise sur elles, les trends TikTok, j'en parle même pas, enfin, tout ce qui fait que les femmes en général sont très influençables, et c'est pour ça qu'elles s'habillent toutes pareilles, elles se maquillent toutes pareilles, etc. Et donc, ce fait-là, qui n'est ni bien ni mal, il peut être utilisé à l'avantage des hommes, dans le sens que si une femme, je pense, elle est véritablement amoureuse d'un homme et qu'elle l'admire, elle est capable de changer complètement d'un bord politique à l'autre. Moi, j'ai trop vu d'histoires de jeunes femmes qui étaient tout sauf politisées, qui étaient, faut pas non plus, évidemment, faut prendre un terreau fertile, hein, inutile d'aller chercher la gauchiste névrosée qui a un body count de 20, non, mais 25... il y a beaucoup de filles bien qui étaient de gauche, parce qu'elles n'étaient pas simplement politisées. Des filles normales voilà, qui étaient de gauche parce que c'est la culture dominante, mais elles se posaient pas trop la question. Il faut simplement trouver des filles saines, qui n'ont pas une vie absolument dissolue, mais des filles qui ont un bon sens et qui suivent un peu le sens du vent, mais elles s'en fichent un peu. Et en fait, simplement parce que vous allez être un homme qu'elles admirent, eh bien, elles vont complètement se radicaliser à droite. Moi, j'en connais plein des cas comme ça, et qui tout d'un coup vont se rendre compte, mais cet homme incroyable, il m'a ouvert les yeux sur le monde, et en plus, elles vous aimeront encore plus parce qu'elles auront l'impression que vous leur avez fait découvrir tout un univers auquel elles n'avaient jamais eu accès avant. Et c'est ça aussi, même la beauté de la relation entre les hommes et les femmes, c'est quand les hommes font découvrir des choses aux femmes, et même de trouver une petite jeune fille qui ne connaît pas trop toute cette politique, qui s'y intéresse même pas trop. Vous allez arriver et vous allez être l'exception, l'homme pas déconstruit de son entourage, qui va oser l'aborder, qui va bien s'habiller, qui fait du sport, qui travaille bien, qui a beaucoup de qualités. Eh bien, je pense qu'il est en réalité beaucoup plus facile qu'on ne croit de trouver des femmes potentiellement de valeur dans son entourage, de cette manière-là. Bon, en tout cas, pour l'épisode du train, il ne faudra pas m'en vouloir si des gens qui nous écoutent te croisent dans le train et vont essayer de te parler. Ça sera pas. Il faudra absolument être sympathique, en tout cas. Donc voilà, oui, parce qu'il y a la théorie et la pratique. En général, dans le train, on rembarre tout le monde. Merci beaucoup Thaïs d'avoir accepté cet entretien, d'être plié aussi au jeu des questions. Je pense qu'on a pu vraiment rentrer dans le vif de tous ces éléments. J'invite évidemment tous ceux qui nous écoutent à aller soit découvrir ceux qui ne connaissent pas, soit continuer à te soutenir sur ta chaîne YouTube qu'on met en description de cette vidéo. On va suivre tes projets qui vont venir dans les semaines prochaines. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à ton canal Twitter, ils vont pouvoir le faire. Sur Instagram, tu es toujours banni. Il y a toujours donc voilà, la tyrannie woke est toujours sur Instagram. Donc merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle à tout le monde qu'on est sur Spotify, Deezer. N'hésitez pas à suivre en podcast. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci. Merci Thaïs.